D'abord une vue très générale de l'histoire de la Terre et de la vie. Donc j'imagine que hier vous avez eu Hervé qui vous a longuement parlé de formation des noyaux, et puis on sait qu'il y a un vernis tardif qui amène l'essentiel de l'eau, en tout cas, et peut-être de la matière organique. La dynamo qui nous protège du vent solaire, on ne sait pas très bien, mais peut-être qu'elle est beaucoup plus ancienne que l'initiation de la formation de la Terre. Et puis je vais vous montrer qu'on a quelques... Alors je pense que Hervé a dû vous parler également des zircons de Jacques-Hils et de l'origine de l'eau. Je reviendrai là-dessus rapidement, parce que j'en ai besoin aussi pour la vie, bien sûr. Les premières roches, elles ont reculé de 200 millions d'années il y a quelques années. Avant c'était Acasta. Et puis maintenant, on pense que c'est 4,2. C'est un peu controversé, mais disons que la plupart des gens pensent maintenant que les roches de Nuvagittuq, donc c'est une province canadienne au nord du Canada, seraient peut-être plus anciennes encore que Acasta. Alors je ne sais pas si Hervé vous a dit ça hier. Peut-être pas. Ah oui, d'accord. Et puis le bombardement tardif, vers 3,9. Et ensuite, les premières traces de vie commencent assez tardivement. 3,5 du point de vue fossile et du point de vue isotopique, peut-être un peu plus tôt, vers 3,8. Je reviendrai là-dessus ultérieurement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande question que je n'aborderai pas, mais qui est vraiment très récurrente, c'est que vers 2,3, notre Terre change, on passe à quelque chose qui est vraiment oxygéné, et qui fait d'ailleurs la caractéristique de la Terre. Et cette période-là est associée, pour avoir de l'oxygène dans l'atmosphère, on a besoin des cyanobactéries, ou en tout cas leurs ancêtres. Mais on ne sait toujours pas, et c'est une question récurrente depuis 1800, les premiers papiers, je pense que c'est 1850. On ne sait toujours pas s'il y a une relation directe entre la montée en oxygène et l'apparition des cyanobactéries, ou si celles-ci sont apparues avant. Donc je n'aurai pas le temps de rentrer là-dedans. Et puis ensuite, une évolution plus tardive, avec éventuellement des organismes pluricellulaires à 2 milliards, et les eucaryotes à 1,8. Une caractéristique, c'est qu'on est juste au point triple de l'eau, à l'équilibre entre glace, liquide et vapeur. Et donc, c'est la température-pression qui est exactement ici. Alors ça a plusieurs choses qui sont très importantes. Pour la vie, bien évidemment, mais il y a une autre raison. Il y a plusieurs raisons qui font que l'eau est importante sur Terre, et qui est également en relation avec la vie, puisque le climat est largement influencé par l'activité biologique. Bon, on sait que c'est au moins un régulateur du climat depuis 4,3 milliards d'années. Je reviendrai là-dessus ultérieurement avec les zircons de Jacques-Hils. On sait qu'il y a des réactions importantes. L'olivine du manteau, qui est le minéral essentiel, interagit avec le réservoir infini d'eau qui est au-dessus de l'océan pour faire serpentine. Et cette réaction, elle est importante du point de vue géodynamique parce que ça se traduit par l'incorporation jusqu'à 150 km3 par an d'eau qui est ainsi recyclée au niveau d'une dorsale ou au niveau, disons, d'un plancher océanique. Il y a bien sûr un autre aspect très important associé à cette réaction-là, et je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est qu'on forme également un oxyde de fer, la magnétite, et de l'hydrogène. Cet hydrogène va réagir avec le CO2 de l'eau de mer pour former de la matière organique. Donc c'est une source de matière organique très importante. Mais c'est également un moyen de faire en sorte que la plaque se charge d'eau et elle va lubrifier la plaque plongeante pour permettre, donc on voit très bien les séismes ici sur le plan de Benioff, et c'est associé à la présence de serpentinite en grosse partie. Donc l'eau, elle a aussi un rôle sur la technique des plaques, décidément. Et puis, elle a un rôle, on le sait, lorsque la plaque plonge et qu'elle est pleine d'eau, on favorise la fusion partielle parce qu'on décale le solidus vers les basses températures et on va permettre comme ça de former la croûte continentale. La croûte continentale, en fait, elle s'enrichit dans des éléments, le phosphore, mais également dans un certain nombre d'éléments très importants, le fer, cuivre, nickel. Les grands gisements de métaux sur Terre sont associés à ce type d'environnement, les porphyries Cooper en particulier, et c'est là où on concentre beaucoup de métaux. D'accord? Pas que, mais en grosse partie. Si je continue avec cette notion de continent, j'ai des continents qui sont enrichis en métaux, qui se retrouvent à la surface et qui vont subir l'altération. Et vous voyez ici la distribution de la productivité primaire
qui est essentiellement localisé au niveau, à la frontière, à proximité des surfaces continentales. D'accord? Et ça, c'est lié au fait, une des raisons, bon, exemple du phosphore, mais ça peut être aussi le fer, tout un tas d'éléments bioessentiels, l'azote. La croûte continentale contient jusqu'à 10 fois plus de phosphore que la croûte moyenne, que la terre moyenne. C'est vrai également pour un certain nombre d'autres éléments comme l'azote et ce type de constituants. C'est clair que l'altération des surfaces continentales, dès que vous avez un continent qui est produit de la fusion partielle de basalte, qui subit une altération, il est capable d'amener des nutriments très importants au niveau de l'océan. Si je résume, et ça c'est pour finaliser l'introduction, si je résume, on a un contexte géodynamique qui est largement dû à la présence d'eau, et en particulier la serpentine est un rôle majeur. Tous les modèles récents des zones de subduction envisagent la serpentine comme un moyen de lubrifier le plan de Benioff. Ça favorise la création des continents, et on enrichit en éléments réputés d'intérêt bioessentiel pour former les granitoïdes au sens large. On a parlé des TTG avant. Et puis bien sûr, l'altération de ces surfaces-là va permettre d'avoir une activité biologique qui est beaucoup plus avancée au niveau, donc à la périphérie des continents. Et donc clairement qu'il y a un lien entre ces différents acteurs du point de vue géodynamique, mais également du point de vue de l'activité biologique. Alors, je m'intéresse aux traces. Bon, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler plus en détail des traces de vie telles qu'on peut le faire dans le contexte géologique. Je pense que c'est très important d'imaginer, de rechercher des traces de vie uniquement dans un contexte géologique. Si on fait abstraction de l'environnement dans lequel on prend l'échantillon, je pense qu'on peut se tromper, et je vais vous montrer que beaucoup des observations qui ont été faites jusqu'à présent se sont traduits par des controverses importantes parce que justement il y avait un problème de contexte géologique et d'interprétation de l'échantillon qui avait été observé. Alors, je dirais cette définition, c'est celle que Hervé utilise en général, donc on fait un cours ensemble, donc j'ai pris sa définition. La notion donc de reproduction et le fait qu'il y a une évolution qui évolue avec des erreurs, la mutation, et qui se traduit par une évolution de type darwinien. Donc vous connaissez tous le diagramme, ce diagramme-là avec l'arbre de vie, et la notion que quelque part il y a un ancêtre commun à tous les organismes. D'accord ? Avec ici le père fondateur un peu de cet arbre-là, Carl Woese, qui fait également partie de l'arbre par définition. Donc cet ancêtre commun, il est commun à tous les organismes. C'est sûrement pas le premier organisme, en tout cas on imagine qu'il puisse avoir d'autres formes prédatant l'apparition de cet ancêtre, mais la question qui se pose c'est quel âge il peut avoir, et là la question se pose de faire le lien bien sûr avec l'histoire de la Terre qui est caractérisée par une chronologie absolue. On a des traceurs radiométriques, une radioactivité naturelle qui nous permet de dater. Je pense que Jennifer demain va vous expliquer comment l'environnement, ces 4 grands épisodes, on appelle ça des éons, l'ADN, l'archéen pour origine, protérozoïque pour l'animal vivant et le phanérozoïque pour l'animal visible. Ça a été défini sur des critères de chronologie qui font appel à des principes physiques pour lesquels on connaît les constantes de désintégration, et on a des âges très précis entre 4,56 plus ou moins quelques millions d'années jusqu'à l'actuel. Pour ce qui est de l'évolution de la vie, on a une évolution relative. La biologie moléculaire nous indique une évolution relative, et on va essayer de faire le lien entre ces deux approches. La question est de savoir, donc Luca doit être quelque part par ici, entre disons la formation de la Terre, et puis quelque chose où on commence à avoir des témoins fossiles vers 3,5, 3,2 milliards d'années. Sûrement qu'il est par là, la question est de savoir, est-ce que, comme on le faisait jusqu'à présent, il doit être obligatoirement après 4 milliards. Ça venait du fait qu'on avait des roches qui étaient à 4 milliards d'années, et ça venait du fait que l'on considérait que tout ce qui était antérieur à ces roches-là
était quelque chose de très chaud, un océan magmatique à la surface de la Terre, des températures supérieures à la température létale du vivant, pour lequel on ne pouvait pas avoir de vie. Donc ces concepts-là ont beaucoup changé, et je vais vous montrer où on en est actuellement. Alors, les deux aspects importants qu'il faut essayer de caractériser à ce stade, c'est donc, est-ce que j'ai des témoins d'eau à l'état liquide et quels sont les plus vieux témoins de cette présence-là? Et puis, est-ce que j'ai des témoins de matière organique et quels sont également les critères que je peux définir à partir du registre géologique pour établir la présence de matière organique et à quel moment? Donc, vous avez eu hier la description des zircons de Jack Hills. Alors, ils sont importants, pourquoi? Les zircons, c'est un silicate de zirconium qui est très réfractaire à l'altération et qui ont été trouvés ici dans des conglomérats datés à 3 milliards d'années, donc des roches du craton de Yilgarn qui se trouvent dans le sud-ouest australien et pour lequel on a pu définir au moins un âge à 4 milliards 4 et puis quelques âges en tout cas plus vieux que 4 milliards jusqu'à 4,2, 4,3 milliards d'années. Alors pourquoi c'est important ces zircons? Parce que c'est un minéral qui se forme, disons, en très grande majorité dans des granitoïdes, donc ces fameuses TTG, trondhémite, tonalite, craniodorite d'Hervé Martin hier. Et qu'est-ce que c'est qu'un granitoïde? C'est la fusion partielle d'un basalte. Donc il faut avoir un basalte qui est refroidi à la surface de la Terre pour le refondre. Et le basalte, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion partielle d'une péridotite issue du manteau. Donc il faut envisager qu'il y ait déjà à 4 milliards d'années, 4,4 milliards d'années, un moyen de fondre une péridotite, d'extraire un magma pour faire un basalte, de le refroidir et de le refondre pour extraire un TTG, un granitoïde, et dans lequel on va avoir des zircons. Pour refroidir un basalte, le seul moyen que l'on ait, c'est à 1800 degrés, le seul moyen que l'on ait, c'est d'avoir de l'eau liquide. Et on sait, le seul moyen que l'on a sur Terre pour le faire de manière efficace, c'est que lorsque le magma en fusion arrive à la surface de la Terre, il rencontre la pellicule océanique et il refroidit sous forme de basalte en coussin et ce genre de choses. Donc, à partir de cette observation-là, et c'est purement un minéral, il n'y a pas de trace d'activité. Il n'y a pas d'eau là-dedans, il n'y a absolument aucun indicateur d'eau. Il a été suggéré que ça pouvait être un témoin de la refusion d'un produit de fusion partielle qui s'était déjà refroidi sur Terre. D'où la présence d'eau. Il y a quelques critères en plus qui sont utilisés, comme la présence de minéraux, un index de conditions, disons, assez différenciés. Quand je parle de différenciés, c'est la formation de granitoïdes, tels que des micas et ce genre de choses, à l'intérieur de ces zircons, qui suggèrent également qu'il y avait une composante crustale à l'intérieur. Donc, si je mets ça en perspective, c'est un diagramme de Hervé, ça voudrait dire qu'à partir du moment où on a formé la Terre, qu'il y a, donc ça c'est la courbe de décroissance du bombardement météoritique avec le dernier bombardement vers 3,9, 3,8. La présence de ces zircons suggérerait qu'on ait déjà de l'eau liquide au moins à 4,4 milliards d'années à la surface de la Terre. Et ça a une implication très importante, c'est qu'on doit avoir un mécanisme pour former une espèce, on va dire une protocroûte. Ça veut dire que vous avez un manteau, un magma mantélique qui arrive à la surface, qui est capable de se refroidir et de fondre, de se différencier en fait pour fondre, former une protocroûte dont on ne connaît pas la composition, et que cette protocroûte va refondre par un mécanisme qui est soit, alors il y a deux grands modèles, c'est soit le modèle du panache mantélique, vous avez un magma qui arrive des profondeurs de la Terre à l'interface noyau-manteau, qui arrive en surface et qui refond cette protocroûte, c'est les modèles assez anciens, et puis quand la technique des plaques est arrivée, dans les années 68, on a imaginé qu'il pouvait y avoir le processus de subduction et fonte directe du magma pour former
pour former comme ça des granitoïdes avec des zircons. Pourquoi je m'appesantis là-dessus? Simplement que dans tous les cas de figure, on se retrouve avec un contexte dans lequel on a besoin, et c'est le schéma préféré, c'est pas la seule solution, mais en tout cas, le moyen d'imaginer cela, c'est que l'on a un manteau silicaté qui commence à se différencier, et si vous avez une pellicule d'eau au sommet, le manteau qui est essentiellement constitué d'olivine, ce fameux minéral, qu'on retrouve d'ailleurs dans le diagramme en introduction, cette fameuse olivine qui va interagir avec l'eau pour former quoi? La serpentine. D'accord? Ce fameux lubrifiant qui fait qu'on a une géodynamique terrestre et que la plaque de subduction, la plaque plongeante part en subduction du fait qu'on facilite le transfert au niveau du pan de Benioff. L'intérêt, c'est que non seulement donc, on a le moyen d'initier une technique des plaques éventuellement, alors je ne dis pas que c'est la même que maintenant, je ne dis pas qu'il y a de l'accrétion et de la subduction, simplement qu'on a un moyen d'initier quelque chose qui ressemble éventuellement à une terre moderne, et qu'on a également un moyen d'avoir des réactions très efficaces entre un réservoir d'eau quasi infini au-dessus et l'olivine pour former serpentine, le fameux lubrifiant dont on a besoin pour la géodynamique terrestre. Brucite, c'est une autre serpentine, magnétite, donc Fe3O4, donc un oxyde de fer, et de l'hydrogène en quantité, qui va être un moyen, en réagissant avec le gaz carbonique, pour former de la matière organique. Donc c'est un moyen non seulement de faire un lien avec la géodynamique terrestre, mais c'est également un moyen d'arriver à créer de grandes quantités de matière organique par des processus purement abiologiques. Mais ce n'est pas le seul moyen de faire de la matière organique. Il y a également des moyens qui... Bon, là, je vous ai parlé de ces circulations hydrothermales et des réactions de synthèse par Fischer-Tropsch. Il y a bien sûr, et donc c'est toute la partie traitée par Robert ou par Hervé, sur donc, la synthèse par des processus de réaction dans une sous-primitive entre soit au sein de l'océan, soit par des réactions type expérience de Miller en contexte atmosphérique, et puis également l'idée qu'on peut avoir des grandes quantités de matière organique et d'eau qui arrivent par des bombardements de météorites. Donc, bien sûr, ces deux-là sont tout à fait possibles. Celle-ci a l'avantage d'être un système qui pourrait être efficace du fait qu'on en a une réaction. Si on a de l'eau très rapidement, on a des moyens de réagir de manière très facile avec un substrat olivine et des quantités d'eau qui sont capables, et on le sait parce qu'au fond des océans actuellement, ces réactions-là sont très efficaces et on est capable comme ça de former des grandes quantités de matière organique. Donc si je résume ce que je viens de dire là, on doit avoir de l'eau très tôt, 4,4 milliards d'années. Il y a toute l'histoire donc de la chimie prébiotique abordée par Robert et Pury, et quelque part entre disons 4,56 et on va dire 4 milliards d'années, ce fameux ancêtre commun qui doit apparaître et dont on n'a pas les témoins parce que pour le moment on n'a pas vraiment de roches qui nous permettent d'aller regarder ça en détail. Les seules roches pour lesquelles on peut vraiment chercher des traces de vie, vous allez voir, c'est à 3,5, 3,8. Avant ça, on n'a rien. Donc on a des indicateurs indirects qu'il y a des zircons avec de l'eau. On a sûrement un moyen de faire de la matière organique très tôt, mais on n'a pas vraiment de roches pour essayer de prouver ça, ou en tout cas voir à quel moment on peut avoir les premières traces de vie. Les roches les plus anciennes sont pour le moment vers 4,2. C'est encore un peu discuté. Il y a peut-être moyen là-dedans de trouver des traces de quelque chose de primitif. Le problème, comme vous l'a montré Hervé hier, c'est que ce sont des roches qui sont toutes de haut grade. Elles sont toutes équilibrées dans le faciès granulite. Elles sont toutes équilibrées après leur formation à au moins 500, 600, 700 degrés. Donc si traces de matière organique et d'activité biologique il y avait, c'est sûr que ça pose problème pour essayer de le prouver. Je vous donnerai tout à l'heure un exemple dans les roches à 3,8 milliards d'années.
On a des témoins de matière organique là-dedans. Il y a eu des controverses assez virulentes. Et pour le moment, c'est un statu quo. Il n'y a pas vraiment moyen de prouver quoi que ce soit. Alors, il y a une question récurrente sur le fait que est-ce que le dernier bombardement tardif a pu avoir un effet stérilisateur et que donc on ne peut imaginer avoir une trace de vie avant 3,9. Alors, c'est un modèle numérique, ça vaut ce que ça vaut, mais Abramov et Mojis en 2009 ont suggéré que donc c'est un modèle thermique 3D qui représente une lithosphère de 4 km d'épaisseur, et ils ont envoyé, ils ont bombardé ça avec des... Ils ont simulé des impacts de météorites qui soient représentatifs du dernier bombardement tardif, et ils montrent qu'on peut préserver. Donc vous voyez qu'ici les températures qui sont bleues sont des températures inférieures à 110 degrés Celsius, ça veut dire typiquement les températures au-delà de laquelle la vie ne peut pas apparaître, donc les températures létales pour la vie. Et vous voyez que malgré un bombardement très important, on garderait des domaines à la surface de la Terre qui soient capables d'être à des températures en tout cas inférieure à 110 degrés Celsius. Donc c'est pas vraiment... Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est un modèle numérique, hein, il n'y a pas de contraintes autres que les contraintes thermiques imposées, les limites du modèle. Mais si je résume, la Terre ADN, telle qu'on la conçoit maintenant, et je pense bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais plus ça va, plus les gens sont d'accord pour imaginer qu'il y ait une Terre qui soit relativement clémente, dès 4,3 milliards d'années, 4,4, qu'on ait au moins déjà de l'eau liquide à la surface de la Terre et qu'on ait des températures qui soient inférieures à 110 degrés. Et qu'ensuite, on a déjà des sédiments, on a des conglomérats, donc des roches associées à l'érosion en tout cas d'autres roches, je ne vais pas dire d'un continent. Et puis on a également des sédiments à 4,2 milliards d'années. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un contexte marin dans lequel on peut déposer des roches à 4,2 milliards d'années. Bien sûr, il y a ce bombardement tardif à 3,9. On ne sait pas très bien ce qu'il peut faire sur la vie. D'après les modèles thermiques 3D récents, ça ne serait pas quelque chose de stérilisateur. Ça serait, bon, on pourrait imaginer que ça puisse avoir des conséquences importantes, mais pas nécessairement un moyen d'éradiquer toute forme de vie sur Terre. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc nous, pour le moment, on a des roches ici, pour lesquelles il y a eu une grande discussion depuis les années 90, pour les premières traces de vie. Et vous allez voir, ce sont des traceurs isotopiques, ce ne sont pas des traceurs morphologiques. Et puis, du point de vue du traceur, on va dire, microfossile stromatolite avéré, controversé, je vais vous montrer comment, on est à 3,5 milliards d'années. Donc vous voyez que du point de vue du registre géologique, on a quand même là 600-700 millions d'années où on manque de moyens d'aller vérifier sur Terre les premières traces de vie. C'est pas pour rien que la mission Curiosity est exactement dans cette fenêtre de tir ici, d'accord, entre le noachien et l'hespérien. En fonction des datations, c'est disons entre typiquement 4 milliards et 3,8. Donc la mission Curiosity sur Mars, elle est exactement dans cette fenêtre-là pour essayer, bien sûr, de voir si on peut avoir des moyens de faire la relation entre ce que l'on a sur Terre et sur d'autres planètes qui ont préservé leur histoire, on va dire, primitive, leur jeunesse. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je parle en général très vite, donc n'hésitez pas à me couper. Est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Alors, quelle trace de vie primitive? Et bien sûr, vous allez voir que l'interprétation que l'on fait du terrain, de l'échantillon que l'on a, est vraiment très importante. Et c'est là où la géologie est importante. Et c'est pour ça que je rajoute toujours dans quel environnement, parce que sorti du contexte environnemental, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors si je me réfère à l'histoire de la vie, on a l'animal visible, porte bien son nom, bien sûr. On n'est pas mieux servi que par ce que l'on voit. En général, on cherche toujours ces clés sous le lampadaire, bien sûr, et pas à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ce que l'on a fait durant toutes ces années. On a des choses visibles, et à partir de là, vous allez voir, on a une histoire du phanérozoïque, c'est-à-dire 1/10 de l'histoire de la Terre qui est extrêmement bien documentée.
L'information sur les 90% qui restent est vraiment tout à fait éparse. La raison, c'est qu'on a affaire à des organismes, des prokaryotes, qui sont donc unicellulaires et qui n'ont pas beaucoup de témoins, à part de la matière organique, pas beaucoup de moyens de laisser des traces. Alors, je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Pour le moment, en tout cas, en tant que paléontologue, la démarche, c'était de chercher des traceurs morphologiques. On a maintenant des outils pour aller beaucoup plus loin. On a des marqueurs de l'activité biologique qui utilisent des métaux. On sait que les métabolismes microbiens peuvent utiliser de nombre de métaux et on a maintenant les techniques analytiques pour aller regarder l'isotopie d'éléments tels que le cuivre, le zinc, le nickel, le molybdène, qui sont souvent des métaux qui sont utilisés par l'activité prokaryote. Donc c'est une nouvelle génération d'outils qui va permettre peut-être d'aller un peu plus loin dans cette recherche-là. Pour le moment, on était beaucoup cantonné à une approche, disons, sur la morphologie et les marqueurs utilisant les systèmes isotopiques avec des éléments majeurs comme le carbone, l'azote et le soufre pour faire les plus communs. Bon, la question c'est les prokaryotes, le côté négatif, je viens de le dire, c'est qu'il n'y a pas de signe distinctif. Ils se ressemblent tous, des sphères, des petits filaments. Très difficile de faire la part des choses, en tout cas de faire des liens de parenté entre ces différents types de morphologie. À la fois dans le royaume des archées et des bactéries, on a des types de micro-organismes qui se ressemblent. Et puis je l'ai dit également, il n'y a aucune protection. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de système osseux, il n'y a pas de carapace. Donc vous avez des choses microscopiques qui vont se dégrader très facilement à la faveur de la diagénèse. Donc dès que vous avez formé un sédiment, la diagénèse, c'est lorsque le sédiment commence à s'enfouir par surcharge de sédiments et il va commencer à se réchauffer. Et donc c'est là où on va faire tout un tas de diagénèse précoce, vous formez les pétroles, vous dégradez la matière organique jusqu'à former le charbon si vous poussez un petit peu loin en température. Et puis les métamorphismes, bien sûr, qui sont les conditions au-delà de la diagénèse, au-delà de 150 degrés, vous rentrez dans des phases où vous pouvez complètement transformer la matière organique sous forme de graphite, ça veut dire de carbone organisé. Donc une illustration de ce que l'on sait de la charte internationale de la stratigraphie, à partir du registre fossile, on a fait une carte où vous voyez tout ça en vert, là, c'est le registre fossile visible, 10% de l'histoire de la Terre. Et puis les 90% de l'histoire de la Terre, eh bien, sont représentés par un tout petit encart, avec quelques grands domaines qui sont très peu distingués parce que, eh bien, on n'a pas de moyen de faire une distinction stratigraphique en utilisant les prokaryotes. Donc du coup, bon, on en est encore là, hein, ça c'est pas vieux, ça a quelques années. On en est encore là, on a une information sur 1/10 de la Terre qui est extrêmement précis, et quelque chose sur 90% de l'histoire de la Terre qui est très imprécis. Alors, il y a quand même un espoir, et c'est là où les choses deviennent plus intéressantes, c'est que les prokaryotes, à la différence peut-être de tout ce qui est en tout cas phanérozoïque, des organismes on va dire visibles, ils sont extrêmement versatiles, ils peuvent vivre dans toutes les conditions possibles, imaginables, très haute température, très basse température, des pH de 1 à 10, des lacs hypersalins, de très haute altitude, au niveau des Andes, jusqu'à 5-6 000 mètres d'altitude, on a des organismes prokaryotes qui peuvent vivre avec des doses d'UV qui sont très importantes. Donc ils ont une adaptabilité très forte. Et puis également, un gros avantage, c'est qu'ils peuvent utiliser tout un tas de métaux, à la fois pour la réplication, transport d'énergie, synthèse énergétique. Également, c'est un moyen, souvent dans les tapis microbiens, on va avoir des substances
polysaccharidiques qui sont capables de stocker un certain nombre de métaux. Alors ça, ce n'est pas typiquement associé à l'activité biologique, mais on peut imaginer qu'un tapis microbien qui possède ce type de substance va être capable de sélectionner, d'avoir un certain nombre de métaux à sa disposition, et ça peut être un moyen indirect, si on est capable de les mesurer dans un tapis microbien, de les visualiser, de les imager et d'en faire l'analyse isotopique. Ça peut être un moyen de trouver des traceurs nouveaux pour rechercher une activité biologique dans l'environnement ancien. Si je regarde l'activité biologique, l'arbre de vie entre les domaines archées, bactéries et eucaryotes, essentiellement des organismes thermophiles près de l'Ouka, et si vous regardez en fonction de la température, l'évolution de différents types de métabolisme, vous voyez qu'on a essentiellement des organismes qui sont fondés sur le soufre, le méthane, et quelques organismes également, comme cyanobactéries et bactéries hétérotrophes ici, qui sont dans des gammes de température typiques de l'archéen. Et si je mets ça dans le contexte de la gamme de température que l'on connaît pour l'archéen, bon, pour l'océan archéen, on considérait jusqu'à présent que c'était assez haute température, 70 degrés. Il y a des études récentes qui disent qu'on peut être à 30 degrés. Donc je ne suis pas rentré dans le détail, mais depuis 2-3 ans, on a des bons critères pour dire que la température de l'océan archéen est aux environs de 30 degrés, plutôt, pas du tout dans les 70 degrés comme prévu. Les modèles de 3D, maintenant on arrive à faire du modèle 3D GCM, type ce que l'on fait pour la Météo France tous les jours pour nous indiquer la météo du lendemain. Ils sont capables maintenant de faire ça sur des systèmes anciens. Il y a eu des codes qui ont été créés pour l'Archéen et pour Mars. Et on arrive à faire des terres qui sont relativement clémentes, 25 degrés, 30 degrés, sans envisager des teneurs en CO2 ou en gaz carbonique trop élevées. Donc des choses qui sont tout à fait clémentes, qui va d'ailleurs bien dans le sens avec l'idée que la Terre soit beaucoup plus froide et clémente que ce qu'on le pensait avant. Bon, tout ça pour dire que si on regarde la température et les différents types d'organismes, si on regarde ce que l'on sait de l'océan archéen et des sources hydrothermales, on n'est pas tellement limité du point de vue des métabolismes. D'accord ? On peut imaginer tout un tas de métabolismes qui utilisent bien sûr le carbone et le soufre, mais également on peut envisager des organismes qui utilisent le fer, comme la photosynthèse anoxygénique, l'arsenic, molybdène, tungstène, mais également nickel et cobalt pour ce qui est méthanogénèse et méthanotrophie. D'accord ? Donc on a des traceurs à notre disposition qui sont en bonne adéquation avec le contexte de température, en tout cas, pour parler de la température, caractéristique d'une grande variété de métabolismes. Alors, du point de vue environnemental, soit je suis en surface, et donc typiquement là on va imaginer qu'on a des tapis microbiens, donc dans le représentant, si vous voulez, un peu emblématique de l'archéen, ce sont des stromatolites, des structures carbonatées, dans lesquelles on a un film de tapis microbiens à la surface qui indique qu'on a une activité photosynthétique, c'est sûr, mais également tout un tas d'autres activités métaboliques comme la sulfatoréduction, la méthanotrophie, tout un tas d'hétérotrophes. Donc je reviendrai là-dessus ultérieurement pour le contexte ancien. Et puis, bien sûr, on sait qu'on a une terre chaude, 4 fois plus de chaleur radioactive à évacuer. On sait qu'on a de l'eau, on va avoir des sources hydrothermales. Et donc, du coup, on doit imaginer qu'on peut avoir une activité de ce type-là dans un contexte de terre primitive. Donc, les micro-organismes ont un intérêt majeur, c'est que ça va être des agents très efficaces pour faire le lien entre l'océan, bien sûr, et puis l'atmosphère, au niveau de la colonne d'eau, mais également entre l'océan, au niveau des eaux profondes, et puis la lithosphère, au sens large, qu'elle soit océanique ou continentale. D'accord ? Donc ce sont des agents qui vont vraiment favoriser cette interaction-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'approches,
on considère, quand on fait des modèles, que par exemple, si j'ai une indication sur la présence d'un oxydant dans un milieu lithosphérique, je vais dire que l'atmosphère est en équilibre avec ce milieu-là. D'accord ? Tous les modèles archéens font ça. On n'a aucun témoin d'atmosphère archéenne et peut-être d'océan archéen, mais très très rare. Donc en fait, toute l'information vient du registre géologique à partir duquel on interprète le registre atmosphérique et océanique. Donc j'ai une source, j'ai un système océanique avec une lithosphère. J'ai des UV comme source d'énergie pour la photosynthèse en particulier. Et puis j'ai bien sûr un volcanisme très intense puisque j'ai 4 fois plus de chaleur à évacuer. Le moyen de le faire sur Terre actuellement, c'est de faire du volcanisme, au niveau des dorsales ou au niveau du volcanisme de surface. Donc les deux composés essentiels que je vais rajouter dans mon système, c'est CO2 et SO2, d'accord, et en grande quantité. Et puis bien sûr l'hydrothermalisme, c'est une source d'hydrogène, bien sûr, un donneur d'électrons par excellence. En fonction des teneurs en soufre de l'océan, qui sont en fonction d'ailleurs de l'oxygène de surface, je reviendrai là-dessus ultérieurement, je vais avoir de l'H2S, et puis des métaux, du fer en particulier c'est le plus abondant, mais également nickel, cobalt et autres. D'accord ? Donc une source qui vient du manteau et une source qui vient du volcanisme, également la source solaire qui est un facteur limitant très important. Et puis les sorties. Et puis le méthane avant comme gaz à effet de serre. Et puis ensuite, ce qui va vraiment nous intéresser, donc ça c'est un effet, disons, dont on ne va pas avoir de témoins, dans le registre géologique, mais on peut, disons, le supposer à partir de l'analyse des marqueurs qu'on va trouver dans le substrat, on va dire les marqueurs géochimiques ou biogéochimiques, donc à la fois la matière organique sous forme de PS, microfossiles et les biomarqueurs, et puis tout ce qui est construction bio-induite, stromatolite, certains sédiments dont on pense qu'ils sont typiquement associés à l'activité biologique, les BIF, donc vous avez tous entendu parler des BIF, ces fameux Banded Iron Formation, des formations rubanées riches en fer. Je reviendrai là-dessus pour la formation des BIF. Et puis, signature isotopique, carbone, azote, soufre, et tout un tas de métaux. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va rechercher dans le registre géologique pour essayer de comprendre ce qui se passait à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'approche biogéochimique, si vous voulez. On peut en tirer des conclusions sur la production de méthane ou d'oxygène, et c'est typiquement ce qui est utilisé pour les notions d'habitabilité lorsque l'on recherche des traces de vie sur d'autres planètes. D'accord ? Les seuls témoins que l'on a, c'est la spectroscopie, et on va rechercher des témoins de l'oxygène ou du méthane. Alors si en plus j'ai un continent qui peut affleurer, et je vous ai montré qu'un continent, ça peut être enrichi en métaux et en composés type phosphore et azote, je vais avoir un autre phénomène qui va être fonction essentiellement de l'activité de la pression partielle d'oxygène, qui peut ramener tout un tas d'éléments dans le milieu par altération continentale, les sulfates, le phosphore, l'azote, qui vont être des nutriments sur la Terre moderne. La question étant de savoir, sur la Terre ancienne, est-ce que j'ai des continents qui affleurent à la surface ? Une chose très importante à souligner, c'est que quand on dit qu'on a des continents qui se forment à 4 milliards d'années, ça ne veut pas dire qu'il y a des continents qui sont à l'affleurement au-dessus de la surface de l'eau de mer. Ça veut dire simplement qu'il y a une croûte qui se différencie et ça peut très bien être sous l'eau. Et d'ailleurs, le fait c'est que le manteau terrestre étant beaucoup plus chaud que maintenant, on pense qu'il devait être au moins à 100 degrés, 150 degrés plus chaud qu'à l'actuel, on est incapable d'avoir des structures qui puissent avoir des reliefs suffisamment hauts,
type Himalaya, disons 8000 mètres d'altitude, pour compenser par isostasie un tel relief. On ne peut pas avoir de racines dans un manteau aussi chaud pour avoir des reliefs aussi hauts. Donc on pense qu'à l'Archéen, avoir des reliefs c'est très difficile, et il y a pas mal de modèles, en tout cas 2 qui sont sortis récemment, qui suggèrent que l'essentiel de l'Archéen était sous l'eau. On pouvait avoir des croûtes continentales qui se formaient, mais on n'avait pas nécessairement de continents pour altérer et transporter ces éléments dans l'environnement. Donc, distinction majeure entre croissance continentale et émergence des continents qui jouent un rôle très important actuellement dans l'activité biologique. Si j'essaye de faire le lien, c'est clair qu'il va y avoir quelque chose à rechercher entre ces grands cycles biogéochimiques, métabolisme microbien, et ce type d'éléments, enfin entre ces métabolismes microbiens et ces grands cycles biogéochimiques, carbone, azote, soufre, etc. Et c'est clair que cette évolution-là va dépendre des interactions entre ces 4 réservoirs. D'accord ? On ne peut pas approcher, je pense, les traces de vie primitive si on ne fait pas attention à la géochimie des océans, à l'activité biologique et à l'évolution de la lithosphère. C'est absolument difficile à envisager, à mon avis. Alors, où on en est actuellement ? Du point de vue des traces, vraiment le vif du sujet, où est-ce qu'on en est au niveau des premières traces de vie sur Terre ? Alors, bien sûr, la première chose, c'est où rechercher et dans quel continent. Donc, je pense que Hervé vous a montré ce type de diagramme avant. Je pense qu'il a des cartes plus jolies que celle-là. Les continents à la surface actuellement. Et vous voyez que tout ce qui est en jaune, c'est des choses récentes, et tout ce qui est en vert également. Et il y en a quelques cratons à notre disposition qui sont en bleu, qui sont, on va dire, archéens, c'est-à-dire compris entre 2,5 et 4 milliards d'années. On n'a pas de lithosphère océanique parce que celle-ci se recycle de manière continue du fait de la subduction et de l'accrétion océanique et de la subduction. Par contre, on a ces continents qui flottent, et au milieu de ces continents, on a des petits lambeaux de roches très anciennes. Si je mets ça en perspective, c'est un diagramme de Martin de Witt, voici les surfaces actuelles, voici ce que j'ai à ma disposition pour rechercher les traces de continents archéens. Donc ça représente environ 8% des surfaces actuelles. Et si je prends uniquement les vieux continents entre 3 milliards et 4 milliards, c'est 0,7%. Pas grand-chose, qui se résume à cela. Les roches les plus anciennes en noir, Akastan, Uvagituk, Isua et Jakils entre parenthèses parce que ce sont des minéraux, ce ne sont pas des roches. Mais le problème, c'est que ce sont des roches de très haut grade, supérieures à 500 degrés Celsius. D'accord ? Et donc, les roches dans lesquelles on a des températures qui sont pas très fortes du point de vue du métamorphisme, mais dans lesquelles on peut préserver de la matière organique sans complètement la transformer sous forme de graphite, de charbon, eh bien, c'est Barberton en Afrique du Sud et les Pilbara, un craton en Australie de l'Ouest. Donc, il y a 2 endroits. Après, il y a d'autres endroits un peu plus récents, mais les 2 endroits où on a des roches qui sont vraiment bien préservées, du point de vue des processus sédimentaires et biogéochimiques, c'est ces 2 cratons-là. Alors bien sûr, ça n'empêche pas d'aller travailler sur ce type de domaine-là, mais vous allez voir que l'information qu'on a sur ces cratons-là est assez difficile. Alors du point de vue des marqueurs morphologiques, on a 2 types de choses, les stromatolites, dont vous avez tous entendu parler, et puis des traces de matière organique qui ressemblent à des microfossiles. Alors, pour ce qui est des stromatolites, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a toute une littérature là-dessus. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on a des formes qui se ressemblent au cours du temps, depuis l'actuel Shark Bay, Bahamas, jusqu'à 3,4, disons 4,6 Australie-Pool. Je pense que personne ne discute là-dessus. Les choses plus vieilles, 3,5, 5,2, comme dresseur des formations, des choses un peu plus vieilles, il y a un peu de discussion encore, mais pour ce qui est de cela, je pense que personne ne discute actuellement. Et puis, on peut même imaginer, certains ont imaginé, que les choses très anciennes comme ça, avec des morphologies très variées, pourraient ressembler de véritables récifs qu'on peut suivre sur des kilomètres carrés. Donc pour ce qui est de la morphologie, pas de problème. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a des structures qui ressemblent à l'actuelle. C'est sûrement des choses qui sont issues de l'activité biologique,
Maintenant, ça ne nous donne aucune indication sur le type d'activité biologique, sur les métabolismes qui sont impliqués, est-ce qu'il y avait de la photosynthèse oxygénique, anoxygénique, sulfatoréduction et autres. Par analogie avec l'actuel, on pense toujours que c'est associé à des cyanobactéries, mais on sait que même dans les contextes actuels, ce n'est pas que ça. Et on peut très bien imaginer qu'à l'Archéen, les environnements étant très différents, qu'on n'a pas nécessairement de photosynthèse oxygénique associée à ce type de structure. Ce qu'on observe actuellement, ce sont des carbonates, avec très très rarement de la matière organique à l'intérieur. Donc on ne sait pas plus et on ne peut pas faire d'inférence ou d'interprétation au-delà du fait qu'il y a assurément des constructions bio-induites à l'Archéen à partir de 3,5 milliards d'années. Une des grandes controverses associées à la morphologie, c'est celle-là, c'est entre Schopf et Brasir. C'est deux chercheurs, un américain, l'autre anglais. C'est une déformation typique du craton des Pilbara dans lequel avaient été trouvées des traces filamenteuses typiques qui pouvaient ressembler à des anciennes cyanobactéries. Et il avait été proposé que ça puisse être des témoins d'une activité de cyanobactéries dès 3,5 milliards d'années. On a retrouvé par ailleurs ce type de structure dans un tas d'endroits qui ressemblent beaucoup à ce type d'environnement. Et en particulier, ce que Brasir avait décrit, c'est qu'il y avait des niveaux de Schur, donc de la silice, qui étaient stratiformes, sûrement d'origine sédimentaire, mais il avait suggéré que l'endroit où avait été décrit ce genre de choses était dans des espèces de veines hydrothermales associées à l'activité des circulations hydrothermales associées à l'activité, au fait qu'on ait un fond océanique avec une eau qui va circuler pour transformer, métamorphiser ou altérer les roches, et que donc c'était sûrement pas une cyanobactérie compte tenu du contexte géologique. Alors ensuite, il y a eu toute une discussion sur le fait que ça puisse être différents types d'organismes, le fait qu'il y ait des choses bifides ne pouvait pas être des cyanobactéries. Donc il y a eu des batailles sur la forme des structures, sur leur longueur, sur leur composition. Bataille de spécialistes, jusqu'à ce que Garcia Ruiz a été capable de reproduire des structures assez similaires, en tout cas en taille et en forme, à partir d'expériences de laboratoire où il mélangeait un certain nombre de composés, ici vittérite, un carbonate de baryum avec de la silice, et il était capable de refaire ça en laboratoire et de reproduire des structures qui étaient étrangement similaires aux structures filamenteuses trouvées par Schopf et dans ses papiers d'origine. Il a même poussé l'expérience jusqu'à associer à ces filaments de la matière organique qu'il avait chauffé jusqu'à, je ne sais plus combien, 150, 200 degrés, non pardon, jusqu'à 70, 120 degrés, et il avait été capable de reproduire exactement les mêmes microfossiles avec une indication donc ça c'est une indication sur la caractéristique de la matière organique, un spectre Raman, donc c'est une vibration moléculaire avec une information sur la matière organique qui compose ces organismes, avec un pôle ici qui est un pic de matière désordonnée, donc matière organique désordonnée, et ici quelque chose de plus graphiteux, donc un carbone un peu plus structuré. Et ça avait été utilisé initialement par Schopf pour dire que c'était un témoin d'une matière organique biologique, alors que l'on sait qu'une matière organique purement abiologique, comme c'est le cas ici, forme le même type de structure, de réponse vibrationnelle avec deux pics, un qui est de carbone désordonné et un de type graphiteux. Donc, on est capable de refaire en laboratoire la morphologie et on est capable de refaire en laboratoire, en chauffant à basse température, à produire des structures spectroscopiques qui sont similaires à celles décrites dans la nature. Alors, plus récemment, il y a un papier qui vient de sortir de Sforna en 2014 où il y a un travail statistique qui a été fait sur l'ensemble des affleurements et il montre très clairement qu'il y a entre le microfossile de Schopf, qui était un spectre Raman, qui a eu un travail statistique sur un grand nombre par imagerie Raman, si vous voulez, et il y a clairement au moins 3 populations de matière organique dans cet environnement-là. La matière organique ici en vert, la mieux préservée, ici
ce pic ici à gauche qui est la matière organique désordonnée qui est beaucoup plus haute ici que le pic de droite, qui serait dans le short stratiforme, donc plutôt d'origine sédimentaire, très différent de ce que l'on trouve dans les cheminées hydrothermales ici, où avaient été décrits ces fameux microfossiles supposés. Simplement pour dire, ça ne veut pas dire qu'un de ces trois types de matière organique est d'origine biologique, ça veut dire qu'il y a un contexte environnemental avec différents types de réactions de matière organique qui ont recuit à différents niveaux. On pense que celui-ci est le mieux préservé, celui-ci a un peu plus chauffé, et là, il y a une matière organique qui a peut-être un petit peu rééquilibré en contexte oxydant, sûrement lors d'activités très tardives, quaternaires ou autres. Simplement qu'un spectre Raman ne peut pas être une indication utilisable pour prouver une origine biologique d'un organisme supposé. D'accord ? On ne peut pas utiliser ce genre de choses, c'est absolument impossible, il n'y a aucune preuve d'une activité biologique dans ces roches-là. Donc si je résume, la première hypothèse c'était, eh bien on est dans un contexte de photosynthèse oxygénique, on est dans le contexte de la photosynthèse avec des stromatolites en faible fond marin. Ça c'était l'hypothèse de Schopf. Brasier a dit c'est plutôt quelque chose soit de biologique, il n'a pas exclu une origine biologique, une activité de chimie autotrophe associée à l'activité à des circulations hydrothermales en fond marin. On peut imaginer qu'on puisse produire de l'hydrogène par cette fameuse réaction de Fischer-Tropsch et puis réagir. Excusez-moi, c'est pas ça. Ça c'est la production l'utilisation du CO2 par des chimies autotrophes pour former du méthane, donc typiquement la méthanogénèse ou autres types d'organismes qui peuvent expliquer qu'on ait de la matière organique avec des signatures isotopiques de moins 30. Je vais revenir là-dessus dans une minute. Et puis la dernière hypothèse qu'on ne peut pas exclure, c'est que cette matière organique, c'est uniquement un produit de cette fameuse réaction olivine plus H2O qui donne serpentine plus brucite, magnétite, et on a encore une fois production d'hydrogène, réaction avec le CO2 pour former de la matière organique de type C10, ça va jusqu'à C17, donc des composés organiques assez complexes. Donc ce n'est pas exclu que l'on ait ce type de production purement abiologique et que ce n'est pas un petit filament de ce type-là avec un spectre Raman qui vous prouve qu'on a un organisme vivant à 3,5 milliards d'années. Alors, il y a eu beaucoup d'autres descriptions du point de vue morphologique. Elles sont toutes fondées sur les mêmes observations. Ici, des petits filaments de pyrite dans un amas sulfuré à 3,2 milliards d'années, interprétés comme les premiers témoins en faveur de thermophilie chimie-autotrophe. Donc ça, c'est le travail de Rasmussen en 2000. C'est uniquement fondé sur ces petits filaments qui ressemblent à effectivement des micro-organismes, mais pour lesquels on n'a aucune indication géochimique. D'autres travails, des petites cocoïdes ou des bacilles qui sont de silice dans des structures qui ressemblent à des tapis microbiens, mais pour lesquels on n'a pas non plus de preuves formelles que ce soit exactement une activité. En tout cas, on n'a pas d'informations sur un métabolisme quelconque. Ça, c'est le travail de Frances Vestal en Afrique du Sud. Un autre travail, celui de Furness et le groupe norvégien. Donc, eux, ils avaient travaillé sur des structures de basalte en coussin. Et ils ont trouvé des espèces de petits canaux qui se développaient au détriment du verre de basalte, qui n'est plus un verre de basalte actuellement. Ce sont des roches qui ont 3,5 milliards d'années, mais pour lesquelles ils avaient trouvé des témoins. Ils avaient interprété ça comme des témoins de micro-organismes qui pénétraient le verre de basalte, qui utilisaient finalement le fer ou tout autre métal à l'intérieur du basalte comme source d'énergie, et qu'ils étaient capables ainsi de former ce type de structure un peu filamenteuse au niveau des contacts entre eau de mer qui devaient circuler au niveau de ces joints là et les basaltes en coussin ici marqués par ces grosses structures ovoïdes. En fait, le modèle qu'ils avaient proposé, c'est qu'on puisse avoir des microfractures dans lesquelles les micro-organismes pénètrent, ils vont se nourrir et former ces petits filaments, et puis au fur et à mesure ils vont
ils vont mourir derrière et ainsi de suite former des petites structures un peu filamenteuses ou un peu floues comme ceci. Et ils avaient suggéré que c'était un bon moyen d'expliquer l'activité biologique. Alors, mais bon, manque de bol, il n'y a pas vraiment de traces de matière organique là-dedans. Et ça n'a jamais également été reproduit en laboratoire. Ça veut dire qu'on a fait des cultures de vers de basalte, on a mis des organismes dessus, on les a fait pousser et rien. Il n'y a pas d'organisme qui pénètre le ver de basalte. On n'a pas été capable de refaire ça en laboratoire et donc du coup, ça pose la question. Alors c'est peut-être un problème de cinétique, hein, peut-être qu'il faut beaucoup de temps à ces organismes pour pénétrer le ver, mais en tout cas, on n'est pas en mesure de prouver quoi que ce soit actuellement. Et puis il y a des travaux qui ont été faits par le Pau qui a travaillé sur des roches un peu plus jeunes, hein, à 2,7 milliards, mais également ici des vers de basalte dans des cendres volcaniques. Il retrouve tout un tas de structures tout à fait similaires, avec des petits filaments dans les vers de basalte. Et il a développé une panoplie d'outils, spectrométrie Raman, transmission microscopique électronique à transmission, et il a été capable de montrer que c'était souvent des filaments avec soit une petite pyrite, un sulfure de fer à l'extrémité, soit de la matière organique, ici imagée par spectrométrie Raman, et on retrouve ces filaments avec ces petits bouts de matière organique au sommet. Et il a comparé ça avec des études expérimentales en laboratoire, où on est capable par des processus de pression-dissolution, ça veut dire que vous avez un contexte relativement chaud, vous avez de la matière organique, un fluide sous pression, on peut imaginer qu'il y a des fluides qui pénètrent là-dedans, qu'il y a une source de chaleur dessous, et vous êtes capable de faire pénétrer, si le composé n'est pas complètement solide, hein, soit un gel, soit un verre encore un peu chaud, faire pénétrer par réaction purement abiologique ces composés organiques ou ces sulfures de fer qui vont faire des petites traînées, des petits tubes avec au sommet encore cette matière organique. Donc c'est un processus purement abiologique. Et en conclusion de cette approche, je pense que ce qui est clair, c'est que je pense que le camouflage est la bonne image. La nature archéenne nous montre des filaments et des roches et des structures un peu sous forme de cocoïdes qui ressemblent qui ont la même forme et la même géométrie que les systèmes, les micro-organismes vivants, mais également que l'on est tout à fait capable de reproduire en laboratoire. Ici, deux expériences par Claeys et Wang qui sont capables de refaire exactement des structures analogues en conditions contrôlées. Et on peut imaginer que la nature, qui est capable de faire des minéraux tout à fait diversifiés, soit capable de refaire ce genre de structure sans impliquer nécessairement, en tout cas, ce n'est pas une preuve formelle que ce type de structure, ce sont des microfossiles, mais peut-être uniquement des réactions type abiotique en conditions contrôlées. Donc si je résume la morphologie à partir des filaments ou des traces morphologiques, ce qui est clair, c'est qu'on a toujours un moyen, tant qu'on a un moyen abiologique de reproduire des structures de ce type-là, on n'a pas une preuve de vie, c'est pas possible. Et ça pose bien sûr le problème de toute la recherche martienne. On a fait beaucoup de choses sur Mars, en particulier avec les magnétites. Si on trouve un filament un filament de matière organique comme ça sur Mars, je pense qu'il faudra faire très attention pour ne pas pousser l'interprétation pour dire que ce sont des microfossiles et que ça peut très bien être produit de synthèse pour lesquels on n'a pas idée et je pense qu'il faut vraiment prendre des pincettes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est impossible, à mon avis, d'établir un quelconque métabolisme à partir d'une morphologie. Et tant qu'on est capable de refaire ce type de morphologie en laboratoire, en conditions qui ne sont pas nécessairement de très haut grade, 50, 100 degrés, c'est tout à fait dubitatif. Donc je vais aborder maintenant l'autre volet qui est le registre isotopique. Alors je ne vais pas rentrer dans les isotopes un peu nouveaux comme le molybdène, le cuivre, le zinc. Je vais me cantonner à ce que l'on sait du cycle du carbone et du cycle du soufre, qui sont deux composés essentiels.
Pourquoi? Parce que carbone et soufre sont issus du volcanisme terrestre, je vous l'ai dit au départ, et donc il va y en avoir en quantité, et puis bien sûr, ils sont issus également de l'activité hydrothermale au niveau des dorsales océaniques au sens large. D'accord? Donc c'est deux composés en abondance, et c'est bien sûr deux composés qui sont essentiels à l'activité biologique. Donc est-ce que tout le monde est familier avec un rapport isotopique? C'est clair pour tout le monde? Je ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que c'est qu'un delta 13C. Ok? Bon, très bien. Donc delta 13C, donc on a deux isotopes, hein, le 12C et le 13C, 99% et 1%, et simplement on a une notification, une notation qui est par rapport à un standard, ici le PDB. On peut regarder l'évolution d'un réservoir de carbone entre un pôle biologique utilisé par l'activité biologique et un pôle inorganique, typiquement le carbonate dans le contexte moderne. Alors, la valeur isotopique, bon, je le fais quand même puisque vous êtes tous au courant, mais je vais le faire quand même. Donc, la valeur de CO2 mantélique est à moins 8 pour 1000, et puis l'activité biologique va sélectionner le 12C. Pourquoi? Parce que pour une même quantité de carbone, on a quelque chose qui est un peu moins lourd. Et donc, du coup, on a typiquement un réservoir de matière organique qui est aux environs de moins 26 pour 1000, c'est la moyenne, ce n'est pas uniquement les valeurs qu'on trouve, mais typiquement c'est ce qu'on trouve, la photosynthèse par exemple va faire du moins 26 pour 1000. L'ensemble des pétroles à la surface de la Terre sont à moins 26 pour 1000, d'accord? C'est la moyenne commune des eucaryotes et des prokaryotes. Et puis, par effet de bilan, donc on a deux réservoirs, un réservoir inorganique, donc le carbonate, et un réservoir organique, en fonction des proportions. On va avoir, donc s'ils sont en égale proportion volumique, on va avoir un réservoir qui sera donc moins 26, moins 8, qui sera à plus 19, plus 18. Mais comme le réservoir de carbonate est beaucoup plus grand, on a une valeur qui s'approche de 0, parce qu'on a un volume beaucoup plus grand de carbonate qui est formé. Donc ça veut dire qu'on a un CO2 volcanique, mantélique, qui est à moins 8, et on va répartir ces deux isotopes en équilibre entre ces deux réservoirs-là. Okay? Donc ça, c'est pour l'image traditionnelle. On a un réservoir de matière organique à moins 26, et ça, toute l'activité biologique actuellement sur la Terre se traduit, l'activité des plantes, des organismes, se traduit par des valeurs isotopiques aux environs de moins 28. Et il a été proposé depuis longtemps, c'est le travail d'une synthèse de Ślizowski en 2001, mais ça a été aussi proposé bien avant, dans les années 80, par différents auteurs comme Hayes et autres, que le fait que l'on ait un delta 13C de la matière organique ici en vert, avec ce rapport ici à gauche, au cours du temps qui est constant, et que le delta, donc le réservoir en équilibre avec celui-ci, donc le carbone inorganique, ici en rouge, aux environs de 0, était un argument pour dire qu'on devait avoir une activité biologique depuis le début. Donc je fais une petite exclusion de Aquilia et Isua, ici je vais y revenir dans une minute, ce sont les fameuses roches à 3,8 qui sont de haut grade métamorphique, qui ont été l'objet d'une autre grande controverse entre deux autres chercheurs. Mais globalement, c'était ça l'idée, c'est que tant que l'on a une valeur moyenne qui ne varie pas, alors bien sûr vous avez vu qu'il y a des pics à plus 10 ici, le Bagondi et autres, Sturtien, et puis on a des pics négatifs. Mais ça on peut l'expliquer par des phénomènes soit de glaciation ou post-glaciaire, soit par des phénomènes d'activité biologique un petit peu exceptionnels, soit des teneurs un peu très fortes en méthane par exemple. Avant la grande oxygénation, on pense qu'on avait des environnements très forts en méthane qui peuvent expliquer qu'on ait une méthanotrophie très forte qui a pu décaler ce réservoir de moins 26 vers des valeurs de moins 80. D'accord ? Et que ça ne soit pas quelque chose de très local, comme on peut avoir dans un environnement anoxique de base de lac actuellement, mais que ça soit assez vaste, suffisamment vaste pour qu'on le retrouve sur au moins deux continents. Donc est-ce que c'est représentatif de l'ensemble de la matière organique à l'époque? C'est pas sûr, mais en tout cas on voit qu'on peut avoir des excursions négatives de la matière organique liées à des activités, à une atmosphère un peu particulière à l'époque, ou des excursions positives ou négatives des réservoirs inorganiques, mais que globalement on est proche de 0 en moyenne et de moins 26. Et comme les plantes et l'ensemble des organismes
ont ces mêmes valeurs-là, les carbonates actuels et les organismes vivants actuels ont ces mêmes valeurs-là, eh bien on a proposé que depuis l'histoire, depuis au moins 3,5 milliards d'années, on avait deux réservoirs et qu'il y avait une activité biologique qui permettait que ce couple inorganique-organique soit globalement à l'équilibre. Alors, pour ce qui est de la Terre moderne, on va dire post-2008, enfin moderne, post 2,8 milliards d'années, je pense qu'il n'y a pas de problème. Avant 2,8 milliards d'années, on a une chose très importante à se rappeler, et c'est là où la connaissance du terrain est très importante, c'est que les roches très anciennes, Isua, Kilian, Nuvagituk, c'est que du haut grade. Donc là, on n'a aucune information sur le réservoir biologique ou inorganique. On a des roches qui sont dans la faciès granulite et ce sont des marbres avec du graphite. D'accord ? On peut avoir du marbre et du graphite sans invoquer la vie. C'est tout à fait possible. Et puis, pour les Pilbara et Barberton, donc les deux continents pour lesquels j'ai des roches à 3,5, toutes les roches sont affectées par une circulation hydrothermale très forte. Toutes, sans exception, impliquant qu'on peut imaginer qu'on ait des grandes proportions de carbone organique qui ne soient pas d'origine biologique, mais qui soient d'origine associée à ces fameuses réactions type Fischer-Tropsch. Si c'est le cas, il y a eu des expériences assez récentes, 2006, ça fait presque 10 ans maintenant, où il a été montré qu'on pouvait partir à partir d'un acide formique avec du fer. On pouvait très bien faire réagir ça à 250 degrés, c'est typiquement le métamorphisme, disons, des Pilbara, pour former des hydrocarbures, la magnétite et la sidérite. Donc on faisait, si vous voulez, une réaction un petit peu à l'envers, et on était capable de reproduire ces hydrocarbures, et vous voyez que la différence entre l'acide formique de départ, ou le CO2 si vous voulez, et les hydrocarbures formés est de 30 pour 1000. Le réservoir inorganique et le réservoir organique, il est formé comme ça, de façon purement abiotique, il est identique à ce que l'on connaît pour le vivant et pour le réservoir de carbonate. Ça veut dire que si on est dans un contexte où on a beaucoup de circulation hydrothermale, on ne peut pas exclure que cette réaction qui forme la serpentinisation en contexte, si vous avez, disons, des comatites ou des roches très, très magnésiennes, vous allez former olivine plus H2O forme des serpentines, de l'oxyde de fer et de la matière organique. Cette matière organique peut très bien être une autre forme de camouflage. Vous aurez des delta 13C d'au moins 30 pour 1000 à partir d'un réservoir de CO2 qui sera à moins 8 pour 1000, sans pour autant que ça soit une preuve de vie. D'accord ? Et on ne peut pas exclure que... Alors je m'arrête à 2,8 pour des raisons géologiques, mais on ne peut pas exclure qu'avant 2,8, ceci soit pas quelque chose de dominant. En tout cas, si on n'a pas d'autres arguments que le delta 13C, ce n'est pas suffisant. Encore une fois, je pense que pour ce qui est plus vieux que 2,8, la présence de matière organique ou de morphologie n'est pas un critère en soi, et un delta 13C n'est pas non plus une preuve en soi. D'accord ? Tant qu'on n'est pas en mesure de prouver que la matière organique est dans un stromatolite, loin de toute activité hydrothermale, on ne peut pas exclure cela. Ok ? Est-ce que j'enlève toute la magie ? Non, pas encore. Alors, il y a ces autres roches qui sont plus anciennes, donc qui sont celles d'Isua, à 3,8 milliards d'années. Donc le registre isotopique qui commence à 3,5, je pense que malgré ce que je dis avant 2,8, je vous ai dit que camouflage possible, je pense qu'il y a quand même des arguments pour dire que sûrement qu'il y a des réservoirs de matière organique qui soient biologiques. Mais on ne peut pas le prouver. D'accord ? Tant qu'on a un autre argument qui peut vous dire que c'est d'origine abiologique, on ne peut pas le prouver. Alors vous allez voir que l'autre argument, donc l'autre grande controverse des dernières 10 années, c'est celle entre Van Zulen et Mogis, qui était de caractériser l'origine de ces graphites, donc de la matière organique purement cristallisée, dans des roches équilibrées à 600 degrés. D'accord ? Donc qui sont dans la faciès du granulite, on est en base de croûte. Donc c'est des roches qui ont vu 3 cycles métamorphiques. Donc vous formez une croûte continentale, vous la menez en surface,
vous faites une chaîne de collision, vous la menez à 600 degrés, vous la remettez à la surface, donc on va dire la chaîne hercynienne, vous recommencez la chaîne alpine et vous recommencez 3 fois. Donc ces roches, elles ont vécu ça, d'accord? Et à partir de là, on va faire l'hypothèse sur un objet qui est du graphite, donc une pointe de crayon, et on va essayer de dire si c'est vivant ou si ça a été une trace biologique ou pas. Et je vais vous montrer que c'est pas si facile que ça. Alors les roches, c'est ça. On a des basaltes en coussin qui sont bien préservés, on retrouve la structure. Donc ça prouve qu'il y avait de l'eau à la surface de la Terre. D'accord ? On est dans un contexte au moins océanique. Ok. Pourquoi ça prouve ça? Parce que simplement, les basaltes en coussin, on sait les former uniquement en présence d'eau. On ne sait pas faire autrement. Et puis des sédiments, il y a des bifs, il y a des carbonates qui sont sûrement métamorphiques, et des turbidites, donc c'est des espèces de formations associées à l'érosion dans une pente. Si vous avez une plateforme dans un environnement marin, vous pouvez avoir des écoulements de l'érosion qui fait que vous avez des roches qui s'effondrent et qui forment des espèces de structures qu'on appelle turbidites. Donc on a des sédiments, on a des basaltes en coussin, donc c'est déjà une bonne base, on a de l'eau et on a un environnement pour faire des dépôts organiques s'il fallait. Ce qu'avait fait Mojis en 1996, donc c'était, enfin, il faut se rappeler qu'on est en 1996 et que c'est le premier qui utilise une sonde ionique, donc une sonde qui va vous permettre de caractériser le delta 13C in situ en envoyant des ions, vous faites réagir, vous ionisez la matière et vous êtes capable de mesurer les deux isotopes du carbone. Donc c'est tout à fait en avance, d'accord? Je pense que du point de vue de l'approche méthodologique, il est en avance. Ça fait bientôt 20 ans qu'il a fait ça et il trouve, au même titre que le delta 13C de la matière organique dans les plantes et autres, il trouve du delta 13C de ce graphite dans des apatites qui est aux environs de moins 30. Et il dit, j'ai une trace de matière organique qui a soit suivi un cycle métamorphique ou plusieurs cycles métamorphiques, mais que à l'origine c'était un organisme qui a été piégé dans le sédiment et qui a subi un cycle complet de formation de chaînes de montagne et qui se retrouve piégé là, mais il n'a pas perdu son information en termes de delta 13C et il interprète ce delta 13C comme quelque chose de biologique. D'accord ? Donc c'est une révolution à l'époque, et puis c'est une révolution aussi un peu technologique, c'est le premier à vraiment appliquer la méthode in situ sur des objets comme ça. Donc c'est tout à son honneur. Hein. Il y a 20 ans, c'était tout à fait honorable de dire ça. Il y avait quand même des observations de métamorphisme de base, c'était que si vous avez un couple graphite, donc matière organique, et carbonate, le réservoir inorganique, vous voyez qu'à température ambiante, vous avez la matière organique à moins 32 et le carbone inorganique à 0. Donc ça, c'est le système actuel. Et vous voyez que qu'est-ce que fait la température si vous montez en température? Simplement que vos deux réservoirs échangent leurs isotopes, d'où C et 13C, et que vous allez équilibrer votre réservoir de carbonate et votre réservoir de carbone organique. C'est une réaction métamorphique de base. Qu'on peut reproduire en laboratoire et qui a été vérifiée en laboratoire. Donc si on est effectivement dans le faciès de granulite, si son graphite a été formé avant le cycle métamorphique, avant le faciès métamorphique, il ne devrait pas être à moins 32, il devrait être à 0. Bon, déjà, ça, c'est une observation métamorphique de base. Quelqu'un qui connaît un peu le métamorphisme, il dit, mais c'est impossible que ce soit un truc archéen. D'accord ? Parce que ça ressemble plutôt, si c'est à moins de 32, ça renseigne sur un processus qui est postérieur à ce métamorphisme-là. D'accord ? Donc ça, c'est la première information qui est basique, on va dire. Et puis Van Zullen, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé un peu plus loin et il a proposé, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les roches, il a extrait l'information et il a fait quoi ? Il a extrait la matière organique par paliers de température successifs, donc 450, 550, 650, etc. Et chaque fois, il extrait un réservoir de carbone, ici 10 ppm, c'est ça, ppm, 20 ppm, 30 ppm, et une signature isotopique, moins 26, moins 22, moins 18, etc. D'accord ? Donc, vous voyez que ce qui est important, il a 4 types de roches, dont je vous ai discuté tout à l'heure, le bif, le métachert, la turbidite et le métacarbonate. Il a 4 roches, couleurs différentes. Et vous voyez que
la fraction dans les carbonates est à moins 8. Donc elle n'est pas aux environs de moins 30 comme dans les apatites. Et vous voyez que seules certaines des roches, les bifs par exemple ou les chortes, ont des valeurs très négatives. Mais ce que montre ce diagramme-là, c'est que c'est seulement la fraction qui est très négative, qui est de basse température, pardon, c'est seulement la fraction qui est à 450 degrés qui est à moins 28. Toute l'autre fraction qui est à plus haute température, elle est à beaucoup plus haute, donc des valeurs de moins 18, moins 14. Et comme le pic de ces roches métamorphiques, ces roches sont passées à 650 degrés, donc elles sont passées ici obligatoirement. Donc si vous avez une matière organique qui est à moins 28 et qui a chauffé à 450 dans une roche qui a chauffé à 650, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? C'est que vous n'observez pas le bon réservoir de carbone. Et on peut imaginer que c'est simplement que c'est un carbone qui est arrivé ultérieurement par contamination. Okay. Donc c'est ce qu'il a proposé. Il a proposé donc un modèle de formation du graphite qui était un modèle typiquement métamorphique, mais ce graphite-là, c'est bien sûr un graphite de plus haute valeur isotopique. L'interprétation est la suivante. 3 réservoirs, un delta 13C qui va de moins 28 à moins 10, avec les teneurs en pourcent ici. Et il a suggéré que ça, c'était sûrement une réaction typique de graphite. Et il a suggéré que les valeurs très négatives, ça pouvait être une contamination moderne. Et ensuite, Vestal et Folk ont regardé ces roches-là et ont vu qu'il y avait éventuellement des traces d'activité biologique là-dedans, des petits sphères, sphérules et autres, et suggéré que ça pouvait être le retrait de la calotte glaciaire. Vous avez des roches qui sont protégées par la calotte glaciaire pendant des centaines, dizaines de milliers d'années ou au plus. Tout d'un coup, vous retirez la calotte glaciaire à 8000 ans, les micro-organismes envahissent la roche, et vous pouvez très bien imaginer qu'il y a une contamination en delta 13C qui est purement secondaire, tardive. Et puis, bon, comme il y avait ces valeurs-là de Rosig en 99, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on a dit éventuellement biologique. Mais encore une fois, ce n'est pas une preuve, on est à moins 20 pour 1000, ce n'est pas exclu que ce soit une trace de biologie, mais ce n'est pas une preuve. Plus récemment, Lepland et Van Zulen ont fait une étude beaucoup plus poussée, et ils montrent que, bon là je ne rentre pas dans le détail, mais qu'ils peuvent montrer, ici vous avez une petite apatite, et vous voyez que c'est recoupé par des bandes d'inclusion fluide qui sont riches en méthane et graphite. Et ça, c'est typique des réactions métamorphiques de haut grade. Ça voudrait dire que simplement, vous avez tout un tas de réactions possibles, soit un piégeage durant le métamorphisme granulitique, soit des infiltrations tardives. Il y a 3 cycles orogéniques qu'ont subi ces roches-là. Soit uniquement une réaction tardive où vous formez un minéral hydraté, vous pompez l'eau du système et vous laissez un carbone qui va se transformer sous forme de graphite. Donc il y a tout un tas de réactions possibles qui sont purement métamorphiques et qui n'impliquent absolument pas une trace de vie dans ces roches-là. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, le carbone tout à fait originel était d'origine biologique, mais encore une fois, on ne peut pas prouver quoi que ce soit en regardant ces roches-là. On ne peut pas dire que ce graphite-là est d'origine biologique, on peut dire qu'il a pu être biologique, mais on ne peut pas le prouver. D'accord ? Donc pour finir sur ce volet isotope stable du carbone, il y a des bons témoins maintenant pour dire que c'est sûrement des systèmes métamorphiques avec circulation de fluide et formation du graphite. Pour toute la partie archéen ancien, on a bien sûr, on retrouve ce delta 13C entre les deux réservoirs qui est respecté, mais comme il y a la Terre est 4 fois plus chaude que maintenant, d'accord, on a des circulations hydrothermales très très puissantes, on n'a pas de continent à l'affleurement, on a des océans sous l'eau. Formation de serpentine, sûrement grande quantité de matière organique qui sont formées. On ne peut pas exclure que cette matière organique-là, en grosse partie, ait été rééquilibrée par des circulations hydrothermales. En tout cas, ce n'est pas en utilisant le delta 13C et la morphologie qu'on peut prouver de manière définitive qu'il y a des traces de vie à ce moment-là. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qu'on croit alors ? Alors, il y a peut-être un peu d'espoir sur d'autres... Alors, je pense que le soufre, il est un peu plus robuste, et je n'irai pas beaucoup plus loin ensuite sur les autres systématiques, mais il y a d'autres systèmes qui commencent à voir le jour, qui deviennent beaucoup plus intéressants parce que justement, on est capable de... Il y a que, par exemple, typiquement, l'isotopie du nickel, elle est contrôlée par
les organismes type méthanostrophie, méthanogénie. On ne connaît aucun processus inorganique sur Terre, pour le moment, qui est capable de fractionner le nickel. Donc si on peut prouver ça, tant qu'on ne trouve pas un processus qui peut expliquer un fractionnement isotopique, et qu'il n'y a que la biologie qui peut le faire, donc là ça devient très robuste. Mais dès que l'on trouve un système inorganique qui est capable ou biologique qui est capable de fractionner un système isotopique, il faut prendre des pincettes et il faut essayer de pousser un peu le système un peu plus loin. Alors pour le soufre, alors là ça devient un peu plus compliqué et vous allez voir qu'il y a un intérêt pour le soufre à l'archéen, c'est qu'on rajoute une variable qui est atmosphérique. Ça veut dire qu'on va pouvoir tracer des sources qui sont issues de l'atmosphère, je vais vous expliquer comment, et du coup on peut savoir si dans le nutriment qui est utilisé par l'organisme, c'était par exemple un nutriment qui était oxydé, le sulfate, ou quelque chose qui était déjà réduit. Alors c'est important parce que du coup on peut commencer à raisonner en termes de métabolisme. Et je vais vous montrer comment. Alors, vous êtes tous tout à fait au courant de comment ça fonctionne. 4 isotopes, 2 très abondants, 95%, le 32, 34, 4%, et puis des mineurs. Le 33 et le 36 qui en général ne sont jamais analysés mais qui ont été analysés, qu'on analyse maintenant tout le temps parce qu'ils ont donné beaucoup d'informations récentes très importantes. Le rapport isotopique, ben voilà, c'est toujours pareil, hein, un échantillon par rapport à un standard que l'on normalise au standard et qu'on multiplie par 1000 parce qu'on a des valeurs qui sont très petites et le standard c'est le CDT d'une météorite Canyon Diablo que peut-être Hervé en collection. Tu la passes là. Alors, comme on a 4 isotopes, on n'est plus dans un système unaire, on peut faire des diagrammes à 2 entrées. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand vous regardez le rapport 34 sur 32 et 33 sur 32, entre le 33 et le 32, vous avez une unité de masse atomique de différence, et entre le 34 et le 32, vous en avez 2. Donc typiquement, dans un diagramme comme ça, vous avez un processus terrestre, quel qu'il soit biologique, volcanique, hydrothermal, va faire qu'à partir d'un réservoir qui est en général mantélique proche de 0, vous allez avoir, si vous formez un réservoir, disons un sulfate qui va s'enrichir en delta 34S à plus 20, automatiquement, il va s'équilibrer en 33, suivant une pente de 1,5, et ça respecte une loi de masse, on appelle ça la droite de fractionnement dépendant de la masse. D'accord ? Vous êtes obligé de respecter cette loi. C'est une loi qui nous vient du système solaire. C'est lors de la formation du système solaire que l'on a engendré, que l'on a créé des composés de ce type-là. Et vous êtes obligé sur Terre de respecter ce type de processus-là. Donc delta 33, en fonction du delta 34, il y a une pente de 0,5. Si vous faites 36 en fonction du 34, ici il y a 4 unités de masse, 36 sur 32, là il y en a 2, vous avez une pente de 2. D'accord ? C'est clair ? Alors dans le monde moderne, ça se passe comme ça, c'est que vous avez un réservoir ici qui est mantélique, et puis si vous avez... Et je vais vous montrer comment l'activité biologique par exemple la sulfatoréduction microbienne, elle utilise le soufre ici du sulfate, elle va prendre le 32 le moins important, le réservoir de delta 34 va s'appauvrir, et puis par effet de bilan, le sulfate qui reste dans l'océan, il s'enrichit. Et actuellement, l'océan est à plus 22, et une pyrite associée à l'activité microbienne, elle sera à moins 10, moins 20, moins 30. D'accord ? Alors, tous les organismes microbiens qui utilisent le soufre ne font pas ça, en fait. Seule la sulfatoréduction et la dismutation du soufre élémentaire ont des forts fractionnements isotopiques. L'oxydation des sulfures ou la réduction du soufre, ça ne fait rien du point de vue isotopique. Alors en tant que géochimiste, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que si je prends une pyrite et qu'elle a subi l'oxydation des sulfures, je ne verrai rien du point de vue fractionnement, donc je ne pourrais rien en dire. Je ne pourrais pas dire si elle a subi un cycle biologique ou pas. Par contre, celles-ci, oui. Celles-là, elles vont fractionner de manière très caractéristique les systèmes isotopiques, et donc je pourrais remonter à un processus microbien. Typiquement, quand je dis pyrite, c'est FeS2. Tout le monde est au courant, j'imagine.
FeS2, c'est simplement parce que là, vous voyez que vous formez H2S, et ça, dans un contexte océanique, je reviendrai dans une minute là-dessus, dans un contexte océanique, ça réagit avec le fer qui est issu des circulations hydrothermales. Donc ça forme FeS2, qui est donc une pyrite avec un S de forme 2-. Et puis typiquement, dans la dismutation, en fait, vous faites également un réservoir réduit, en S2-, mais également un réservoir oxydant, SO4-2-. Okay. Donc simplement la réaction c'est celle-là, hein. La sulfato-réduction, qu'est-ce que c'est? À partir du SO4, vous formez H2S, et puis comme vous avez beaucoup de fer dans le milieu, en général, à l'actuel, on va former des pyrites, FeS2. Mais il n'y a aucun fractionnement associé à ce processus-là, ou très très peu. Par contre, celui-ci qui se traduit par la transformation du sulfate sous forme H2S, c'est jusqu'à 20-40 pour 1000. Donc c'est quelque chose de marqué. Alors après, il y a différents types de sulfato-réduction. Si elle utilise complètement le soufre pour produire du H2S, ou si elle garde le soufre à l'intérieur du métabolisme, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Alors, le cycle du soufre sous atmosphère oxydante, c'est très important de le marquer, c'est qu'actuellement, donc vous retrouvez la subduction et les côtes continentales, actuellement, le fer et le soufre, disons le soufre est stocké dans les continents, et c'est l'altération des continents en conditions oxydantes qui fait que vous transformez le soufre de- sous forme de sulfate, et comme le sulfate est soluble, il est transporté par les rivières et il part dans les océans. Quand il arrive dans les océans, il va être recyclé ici, et je vous ai montré en début de talk, de séminaire, qu'il y avait 150 km3 d'eau qui était recyclée ici. Ce recyclage-là, c'est 80% des recyclages sur Terre, d'accord? Le recyclage d'eau météorique sur les continents, c'est 3-4%, la banquise, c'est quelques pourcents. Donc ça, c'est le moteur de l'échange atmosphère-hydrosphère-lithosphère, c'est ici que ça se passe. Et c'est pour ça que on peut parler de cycle du soufre de manière globale. C'est parce que ce processus d'altération qui transporte le sulfate, quand il arrive ici, il est recyclé là-dedans, et il va se charger ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien simplement, vous avez activité microbienne, donc des hétérotrophes, la sulfato-réduction, qui utilisent le sulfate pour former un gaz carbonique et du H2S. Et ce H2S, il se caractérise parce que les organismes préfèrent utiliser le 32S, se caractérise par un delta 34S qui est très négatif, de l'ordre de -2 à -46 pour 1000. Et par effet de bilan, le sulfate dans le réservoir océanique s'enrichit en sulfate. Et actuellement, on a une valeur de delta 34S de l'océan qui est constant sur toute la planète de plus 21 pour 1000. Donc ça c'est à l'actuel. Alors bien sûr quand vous avez stocké votre pyrite ici, vous repartez en subduction, hop, on forme les continents et on recommence. Okay, donc on retrouve ces boucles comme ça. Alors bien sûr ce processus-là est beaucoup plus rapide que celui-ci, mais sur le long terme on a un état, enfin est-ce qu'il est stationnaire? Il n'est sûrement pas stationnaire parce que la valeur du sulfate au cours du temps va varier en fonction de l'activité microbienne. Ok. Alors actuellement, on peut calculer que, bon, on sait le mesurer, on a 28 millimoles de sulfate dans l'océan. Ça implique qu'on a beaucoup d'altérations continentales pour transformer beaucoup de sulfate. Est-ce que ça va être la même chose en conditions réduites? Imaginez que vous enlevez l'oxygène de la surface de la Terre. Qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, ça va empêcher l'altération des continents, et ça veut dire que vous n'aurez pas de sulfate qui va pouvoir arriver dans l'océan. Et c'est d'ailleurs ce critère-là qui a été utilisé dans les années 80 pour essayer de contraindre une des grandes questions, à savoir l'oxygénation de la Terre. Et vous voyez que si je regarde l'histoire de la Terre ici avec les différentes aires en fonction du delta 34S. Alors ce capital 34S là, c'est la différence qu'il y a entre le réservoir de sulfure et le réservoir de sulfate. Donc c'est, quand je dis capital 34S, c'est ça. D'accord? C'est cette valeur-là. Donc plus 22, moins 20, plus 40. D'accord? Moins 20, plus 40. Donc vous voyez qu'actuellement, on a beaucoup de sulfate et on a une activité microbienne très forte qui fractionne bien les deux réservoirs. Et vous voyez que juste avant la grande explosion du Cambrien, le capital 34 il est un peu plus faible.
on pense qu'il y a eu une montée, ça a été utilisé pour dire qu'il y avait une montée en oxygène à ce moment-là, juste après la grande glaciation sturtienne. Et puis encore de manière beaucoup plus dramatique, vous voyez que la différence entre les réservoirs de sulfure et de sulfate avant 2,5, on va dire, est très faible. Et ça a été l'argument depuis le début pour dire on n'avait pas, enfin un des arguments qui a été de dire qu'on n'avait pas d'oxygène à la surface de la Terre, parce qu'il faut avoir des quantités importantes d'oxygène pour altérer les continents, transformer la pyrite sous forme de sulfate, le transférer dans l'océan et permettre cette activité biologique. Donc c'était un des arguments, je pense que fin des années 70, 80, on faisait la mesure que du 34S, on ne faisait pas la mesure du 33S et du 36S, et comme ça on a pu commencer à dire ce genre d'observation. Alors pour l'archéen, une petite chose importante, c'est que de manière... Alors vous voyez qu'il y a des variations du delta 34S du sulfate au cours du temps, après 2,5 on va dire, après la grande oxygénation, et vous voyez qu'avant ça, on n'a que 2 réservoirs sur Terre. On l'a à 3,5 et à 3,2, et on l'a sur 3 continents, en Inde uniquement le 3,2, en Australie et en Afrique du Sud. Donc de manière un peu étonnante, on a des sulfates sur 3 continents à 2 époques, on n'a rien entre 3,2 et 2,5, et après ça compense. Alors ça c'est une des grandes énigmes un peu de l'archéen. Et il y a eu beaucoup d'hypothèses pour dire que c'était soit des oasis. Alors, sulfate, bien sûr, c'est important, puisque vous savez que sur Mars, c'est une des grosses activités. Les sulfates martiens, ils sont à peu près là. Hein. L'hespérien, c'est ici, là, 3,5, enfin c'est plutôt 3,8, on va dire, 3,8, 3,5. Et puis, est-ce qu'il y en a après de manière continue sur Mars? C'est moins évident. Mais on a une analogie également, éventuellement martienne aussi, avec ce genre de trucs. Alors après, les hypothèses, évaporite des oasis, origine hydrothermale, origine atmosphérique, il y a eu beaucoup de modèles proposés. Alors, il y a une petite observation qui a été faite en 2001 par Chen, c'est qu'ils ont trouvé dans des barytines, dans des sulfates de barium, barytine en français, barite en anglais, ils ont trouvé des sulfures microscopiques qui font 10 microns, dans lesquels ils avaient un delta 34S, du soufre qui était de 21 pour 1000, moins 21. Donc ça, ils ont dit, c'est de la sulfatoréduction microbienne. On a un petit oasis de vie très localisé sur Terre, sur un continent, l'Australie, qui indique qu'on avait suffisamment d'oxygène pour produire des sulfates et que ces sulfates ont été utilisés par la sulfatoréduction microbienne. Alors c'est important parce que ça repousse bien sûr l'origine de la sulfatoréduction beaucoup plus loin, et ça pose, dans leur modèle, ça pose la question que pour faire ça, il faut qu'ils aient de l'oxygène au moins localement, et ils ont proposé que ce soit la photosynthèse oxygénique. Alors, vous voyez que c'est un peu tiré par les cheveux, hein, c'est parce que j'ai des sulfates, des micropyrites avec un delta 34S qui est à moins 21, que je dis qu'il y a de la sulfatoréduction, jusque-là ça va, mais pour avoir de la sulfatoréduction, je suis obligé d'invoquer qu'il y a de l'oxygène, donc je suis obligé d'invoquer qu'il y avait de la photosynthèse oxygénique. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Pourquoi pas? Mais ça veut dire que ça vient de loin quand même comme argument. Ce n'est pas une preuve très évidente. Alors, l'intérêt de l'archéen et du soufre en particulier, il est là. C'est qu'il y a un autre processus qui se rajoute à ça. C'est que ce n'est pas uniquement un réservoir de sulfate lié à l'oxydation d'un environnement, c'est qu'il y a des processus qui se passent dans l'atmosphère où vous pouvez, en fait, on appelle ça la photolyse du SO2, donc c'est un soufre volcanique, et vous produisez un réservoir qui est réduit, S0, et un réservoir qui est oxydé, SO4. Alors, ce type de processus, on le connaît actuellement, je vais vous montrer d'où ça vient. Ça se passe encore actuellement, ça se passe actuellement lorsqu'on est au-dessus de la couche d'ozone. Si vous avez une éruption volcanique qui est vraiment monstrueuse, type Pinatubo, Mont-Sainte-Hélène, vous avez des panaches qui vont largement au-dessus de la couche d'ozone, et ça peut se traduire par une photolyse UV. On a retrouvé des témoins de ça dans la calotte glaciaire lorsque le nuage volcanique se retombe sur la calotte glaciaire. L'intérêt de ça, et ça a été mesuré en laboratoire, ça a été également mesuré avec des engins qu'on envoie dans l'espace, c'est que la photolyse se traduit par un fractionnement
qui ne respecte pas cette droite dépendante de la masse. Ça veut dire que ça ne respecte pas du tout qui est 4% de 34S, 90% de 32S. Ça ne respecte pas cette loi de masse et ça fait des anomalies isotopiques où le réservoir réduit S0 en gris devient positif et le réservoir oxydé, SO4, devient négatif. D'accord ? Donc vous faites une anomalie isotopique. Alors ça c'est intéressant parce que tous les processus terrestres ils vont être parallèles à cette droite-là. Donc imaginez que là j'ai un volcan, je fais du SO2, une photolyse et j'ai deux réservoirs avec des anomalies négatives et positives. Et ensuite la sulfato-réduction microbienne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire quelque chose qui est parallèle à cette droite-là. Sulfato-réduction, elle va faire ça. Et puis la dismutation du soufre élémentaire, elle va faire quelque chose de parallèle à la droite ici de pente 1,5. Donc on va pouvoir savoir si dans la source j'avais du S0 quand c'était avec une anomalie positive ou si dans la source j'avais du SO4. Alors je vous montre d'où ça vient tout ça. Ça n'a pas été inventé. Voici l'éruption du Pinatubo, c'était en 1991. L'évolution entre le 16 et le 25 juin, vous voyez que le panache, les aérosols, le panache volcanique couvre quasiment toute la Terre. Et vous voyez qu'ici, après l'éruption, avant l'éruption, après 3 jours, après 2 mois et après 2 ans et demi, vous voyez que le panache couvre l'ensemble de la Terre. Si vous êtes suffisamment haut dans l'atmosphère, ça se traduit par quoi ? Et ça a été mesuré. On a retrouvé dans les glaces piégées au niveau de l'Arctique, on a retrouvé des anomalies du sulfate qui étaient, donc là il avait une anomalie positive parce qu'en fait on pense que comme on est en condition oxydante, tout le S0 a été transformé en sulfate et vous voyez qu'on est avec une anomalie isotopique, donc ça mesure la variation par rapport à la référence, à la droite dépendante de la masse ici qui est égale à 0. Hein. Et vous voyez que tous les volcans de petite ampleur ils sortent pas au-dessus de la couche d'ozone, donc ils ne voyaient pas les UV. Et dès qu'ils dépassent la couche d'ozone, ils sont bombardés avec des UV et pof, ils créent une anomalie isotopique. Ça a été vrai pour le Pinatubo et puis pour d'autres éruptions ici, 1259, qui ne sont pas datées et qui ont été retrouvées également en Arctique, je crois, et à d'autres endroits. Simplement, ça veut dire que si vous avez des méga-éruptions, et l'Archéen était 4 fois plus chaud que maintenant, donc on peut imaginer que l'activité volcanique était monstrueuse, on peut imaginer qu'on avait ce type de scénario de manière très importante. Et en fait, si vous regardez les données, ici c'est l'anomalie isotopique, donc c'est la variation par rapport à la valeur 0 qui est dépendante de la masse. Après 2,5 milliards d'années, on n'a pas d'anomalie, et tous les sulfures et les sulfates archéens, ils ont des anomalies monstrueuses. Et ça a été l'argument clé, l'argument massu qui a été proposé en 2001 pour dire que c'était un argument en faveur de l'absence d'oxygène qui protège la surface de la Terre du rayonnement UV, ce qui fait que l'ensemble du volcanisme et du volcanisme SO2 se traduit par une photolyse du SO2 sous forme de H2S et de SO4 et qu'on enregistre des anomalies isotopiques. Alors ça c'est intéressant parce qu'on sait d'où vient ce soufre, on sait qu'il est passé. Si vous avez un soufre qui a une anomalie isotopique de ce type-là, il est passé obligatoirement par l'atmosphère. Ça veut dire que c'est un soufre qui est sorti de la Terre, qui est monté dans l'espace et qui est retombé dans la colonne d'eau et qui va subir à ce moment-là une activité biologique si il y a des organismes pour s'en servir. Okay ? Et en plus, on aura une information sur est-ce qu'il a utilisé du S0 dans sa source ou est-ce qu'il a utilisé du sulfate dans sa source, l'organisme en question. Alors en fait, quand on se pense sur ce genre de problème, il y a un petit peu des problèmes qui sont apparus, c'est que le S0 qui va être réduit, il est très abondant, c'est en gris, et vous voyez que les sulfates, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 réservoirs qui sont négatifs, soit, mais à 3,5 et à 3,2, et ils sont extrêmement localisés. Donc si ce processus-là a été généralisé, comment se fait-il qu'on ait perdu le sulfate ? Une des hypothèses, c'est qu'il y avait trop peu d'oxygène pour préserver le sulfate et qu'il a été réduit dans la colonne d'eau. Bon, on peut imaginer ce genre de choses. Mais ce qui est important de voir,
c'est que si vous regardez l'ensemble du registre sédimentaire à l'archéen et que vous excluez ces deux âges A3,2 et A3,5, je ne tiens pas compte des dépôts de sulfate, je prends tout l'archéen, tout le registre pendant 1,5 milliard d'années, et j'ai quelque chose, une anomalie qui définit une pente qu'on appelait la référence archéenne. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire en fait. Et simplement, vous voyez que vous avez des anomalies qui se organisent suivant cette pente-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les sulfates, qui sont à 3,49, 3,24, et vous voyez que c'est en Inde, en Australie, en Afrique du Sud, ces deux âges, 3,2, 3,2, 3,2 et 3,5. Il y a maintenant un 3,5 également en Afrique du Sud, donc c'est confirmé, ils sont tous là. Alors, on a un réservoir de sulfure qui est absolument énorme, en delta 34 et en capital 33, et puis les sulfates sur 3 continents, ils sont tous ramassés au même endroit. Donc on a un problème d'interprétation, mais ce qui est important dans le raisonnement pour la vie, c'est que à partir d'un SO2 volcanique, si vous formez par photolyse un réservoir de S0 et un réservoir de SO4, et bien si ensuite vous avez ces aérosols volcaniques qui tombent dans l'eau, un organisme de sulfatoréduction va prendre celui-ci, bien sûr, et il va pouvoir le fractionner avec des valeurs de delta 34S négatifs, mais vous voyez qu'il va être décalé par rapport à la droite de référence qui est dépendante de la masse. De la même manière, si vous avez un réservoir de S0, vous pouvez avoir la dismutation du soufre élémentaire qui va pouvoir se traduire par un fractionnement de ce type-là où vous avez un réservoir de H2S ou de pyrite qui sera très fortement fractionné et un sulfate qui va s'enrichir. Donc ça, c'est la théorie qui dit ça, et en fait, toutes les pyrites, les micropyrites qu'avait trouvé Shen dans les sulfates, toutes elles sont à gauche de cette droite archéenne, suggérant qu'il y a sûrement, pour expliquer ce type de valeur, soit un réservoir de sulfate et de la sulfatoréduction microbienne, qui a permis de faire des pyrites qui sont du H2S qui s'est transformé en pyrite qui est très négatif en delta 34S, soit que vous êtes parti d'un réservoir de S0 et que vous avez fait par dismutation du soufre, vous avez fait un réservoir de H2S et un réservoir de SO4. Alors, c'est pas une preuve, encore une fois, mais simplement, tant qu'on n'a pas trouvé des mécanismes non biologiques pour expliquer ce type d'information, on est à même de penser que c'est une forte indication en faveur d'une activité biologique à l'époque. Jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau mécanisme qui prouve le contraire, auquel cas il faudra affiner les modèles, et comme on l'a fait pour le carbone et comme on l'a fait pour la matière organique, le delta 13C de la matière organique. Donc si je résume, on peut avoir des traces grâce au carbone, de nombreux métabolismes ont été proposés. Pour le moment, sur les critères morphologiques et les critères isotopiques, c'est difficile à prouver l'un ou l'autre. On peut invoquer que ce soit la vie, on peut également suggérer qu'il y a beaucoup de réactions de type de synthèse inorganique. Pour l'activité de sulfatoréduction ou de dismutation du soufre élémentaire, ce sont des choses qui sont dans la littérature. Pour le moment, ça l'est encore, ça n'a pas été complètement dézingué, mais jusqu'à ce qu'on puisse trouver d'autres arguments en faveur ou contre ça. Donc pour résumer le cycle du soufre, on a un cycle moderne qui est contrôlé par l'oxygène de la planète. De manière très ponctuelle, on a trouvé des sulfates dans lesquels, à 3,5 et à 3,2, dans lesquels on a des organismes qui ont subi de la sulfatoréduction, éventuellement de la dismutation élémentaire. Alors, on pense que le seul moyen de le faire, c'est par activité microbienne. Tant qu'on n'a pas trouvé de véritable argument contre ça, c'est toujours d'actualité. Mais ça va être également, bien sûr, un contrôle plus poussé des conditions environnementales qui pourraient peut-être essayer d'infléchir cette hypothèse-là. Et donc, l'intérêt également de la dismutation du soufre élémentaire, c'est que c'est quelque chose qui était assez rudimentaire comme métabolisme par rapport à
la sulfato-réduction, il y avait un argument aussi contre la sulfato-réduction qui était le fait que c'était quand même quelque chose du point de vue métabolique qui demandait une certaine ingénierie un peu sophistiquée, qui n'est peut-être pas disponible très tôt dans l'histoire du vivant. Mais là, pour ça, je ne suis pas spécialiste et il y a des gens qui sont sûrement plus à même d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions sur le soufre ? Vous avez tout compris sur le soufre ? Je vous ai dit au début que dans le registre géologique, il y a éventuellement quelque chose qui est directement à l'activité biologique, c'était des sédiments. Et les sédiments, ces fameuses roches, les roches rubanées riches en fer, ça c'est une photo, je ne l'ai pas marquée, de Kurt Kornhauser. L'intérêt de ces roches-là, c'est que c'est du fer et de la silice. Aluminium, élément de trace, il n'y en a pas. Aluminium, c'est un indicateur de l'érosion des continents. Si vous érodez un continent, vous faites une argile et vous avez de l'aluminium. Donc ça veut dire que c'est purement chimique, que ça n'a pas vu l'altération des continentales. Et puis vous faites magnétite, sidérite, hématite, essentiellement des oxydes de fer. Et puis les quantités sont monstrueuses, jusqu'à 50-60% de fer. C'est d'ailleurs la réserve de fer sur Terre, à 90%, ce sont ces sédiments-là. Tout notre système quotidien domestique, voitures, machines à laver et autres, c'est les bifs, d'accord ? On va chercher ces roches-là, on les extrait directement, vous allez dans le désert australien, vous avez des compagnies monstrueuses qui extraient ça, qui envoient ça sur la côte, on met ça dans les bateaux et ça part pour l'Europe, essentiellement la Chine et l'Inde. Et donc c'est une extraction directe, avec un pic de formation qui est centré sur la transition protérozoïque archéen. Un petit peu ici, mais ça c'est un contexte un peu différent, en contexte hydrothermal là aussi. Et donc on a une histoire qui commence à 3,5 et qui se termine à 2 en gros, avec des grandes quantités de... Alors c'est pas uniquement... Donc il y a deux types de gisements, mais donc la grande quantité ici c'est un gisement très particulier, qu'on appelle de type supérieur, et qui se traduit par, ici c'est une photo du Hammersley où il y a les grandes mines actuelles, donc c'est des niveaux de bif sur 800 bornes, tout plat, et dans lequel vous avez qu'à vous ramasser, et c'est des morceaux de fer, d'accord ? C'est vraiment des dalles de fer. L'intérêt c'est que pour expliquer ce fer, qui est sous forme oxydante, il faut invoquer une oxydation du fer 2 qui est soluble sous forme de fer 3. D'accord ? Le fer 3 étant la seule forme qui va précipiter, il faut imaginer qu'à l'archéen, entre l'archéen et le protérozoïque, on a un moyen de transformer le fer 2 sous forme de fer 3. Alors, il y a je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a toute une littérature là-dessus, mais les deux moyens de le faire, pour le moment, ce sont deux moyens biologiques. D'accord ? C'est soit vous avez un fer 2 qui sort au niveau des dorsales océaniques, sous forme de fer 2. Vous avez un océan qui est pauvre en oxygène, donc il reste soluble, jusqu'à ce qu'il rencontre une couche oxygénée, associée à l'activité de photosynthèse oxygénique, et auquel cas vous précipitez ce fer 2 sous forme de fer 3, de manière indirecte, du fait de l'activité de, on va dire, cyanobactéries au sens large. D'accord ? Et vous avez une réaction toute bête, qui est fer 2 avec oxygène, forme hématite et de l'hydrogène. Une autre façon de le faire, c'est d'invoquer qu'on est sans oxygène du tout et qu'on a uniquement l'oxydation du fer 2 sous forme de fer 3 en utilisant donc une réaction par photosynthèse anoxygénique, en utilisant le gaz carbonique et formation donc, de matière organique. Donc ça, c'est l'avantage de celui-là, c'est que c'est un processus purement en conditions réduites. C'est simplement qu'à un moment donné, le fer subit un métabolisme microbien pour précipiter sous forme de fer 3, sous forme de ferrihydrite. Il y a eu d'autres propositions que ce type-là, en particulier la photolyse, encore une fois, du fer 2 sous forme de fer 3, mais les quantités requises, enfin les quantités que l'on a en présence, c'est vraiment des centaines de gigatonnes de fer qui sont précipités sur des plateformes d'accord, continentales. Vous avez un niveau qui fait 800 bornes sur 4 bornes d'épaisseur, même plus, 15 bornes d'épaisseur, et donc on ne peut pas invoquer ça par de la photolyse atmosphérique. En tout cas, les quantités ne sont pas respectées. Donc du coup, pour le moment, on est dans deux mécanismes dominants qui sont des mécanismes microbiens.
On ne voit pas comment on peut faire autrement pour précipiter tant de fer par des processus autres que biologiques. Il peut y avoir d'autres mécanismes, mais pour le moment, c'est les seuls que l'on connaisse. Donc c'était important à noter, parce que ça veut dire qu'au moins, déjà de manière indirecte, au moins à partir de 3,5 milliards d'années, toujours ce fameux âge fatidique, on a des moyens d'expliquer au moins la photosynthèse oxygénique par cette observation-là. Ce n'est pas une preuve qu'il y avait de la photosynthèse oxygénique, c'est qu'on n'a pas trouvé de moyen de faire autrement. Alors, il y avait une histoire de biomarqueurs. Je pense que je ne connais rien aux biomarqueurs, loin s'en faut. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il a paru en 1999, Neuron Brox, et en 2003, ils ont trouvé des évidences de biomarqueurs dans des roches à 2,7, interprétées à la fois comme des eucaryotes, c'est C31, 2-alpha-méthylopane, et comme des cyanobactéries. Très rapidement, ils ont montré que ça ne pouvait pas être des eucaryotes, des arguments de contamination, et il a été discuté très longuement sur l'origine de ces fameux biomarqueurs attribués à des cyanobactéries, bien que l'on sache qu'ils peuvent être utilisés par d'autres métabolismes. Étant donné qu'actuellement c'est essentiellement les cyanobactéries qui l'utilisent, il a été suggéré que 250 millions d'années avant la grande oxygénation, on avait des cyanobactéries qui étaient dans l'environnement. Alors, ça a coulé beaucoup d'encre. Le même auteur et Rasmussen ont montré par une analyse in situ, donc toujours cette fameuse analyse in situ du carbone par sonde ionique, que tout le carbone dans les roches avait une composition de l'ordre de moins 40, et qu'il y avait la fraction qu'ils avaient extraite, qui était une fraction, solvable. Cette fraction-là et qu'ils avaient analysée du coup, était aux environs de moins 25, moins 26. Donc impliquant que aucun du carbone piégé dans la roche au sein de la roche même n'avait une valeur aussi positive de moins 25 et que l'ensemble du carbone qui était associé à la roche haute était beaucoup plus négatif, suggérant que probablement ce qu'ils ont analysé ce sont des contaminations tardives associées à un processus quelconque. Je pense que l'auteur, Neuron Brox en particulier, est tout à fait convaincu que c'était une contamination. Seuls quelques irrésistibles considèrent encore que ceci est une preuve d'une activité de cyanobactéries à 2,7. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y en avait pas. Ça veut dire que même l'auteur qui a fait l'analyse est lui-même tout à fait, pas tout à fait convaincu de son résultat. Donc je pense que les biomarqueurs, il y a eu une grande mission qui a été faite récemment, financée par Agoron, qui est un institut privé. L'idée c'était de refaire ces maniples-là en conditions complètement stériles. Ils avaient un gros financement, plus de 3 millions de dollars, pour refourrer l'ensemble des roches, pour avoir des vrais échantillons pour refaire ces maniples-là. Ils ont fait 2 forages. Ils ont envoyé des échantillons à MIT, à ANU en Australie et autres. Ils n'ont trouvé aucun biomarqueur. Et le grand défenseur de ça, c'est Roger Bouygues, même lui commence à s'enlever de ça. Donc je pense que maintenant, ils vont arrêter les forages, et je pense qu'aucun des intervenants à ce niveau-là ne va défendre l'idée que les biomarqueurs à l'archéen, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas au protérozoïque, ça veut dire que pour l'archéen, étant donné qu'on est dans des conditions où on a 1000 ppm, 2000 ppm de carbone, c'est très difficile d'éviter la contamination, quelle qu'elle soit, surtout que c'est une contamination associée à une matière organique. Enfin, là, c'est uniquement de la matière organique soluble, donc c'est très facile de la contaminer par uniquement le toucher par les mains ou autre. On est dans des conditions très difficiles. Donc, je pense que c'est également out pour les biomarqueurs de cyanobactéries à 2,7 milliards. Si je résume, l'ADN, l'archéen. Bon, les premières roches, elles ne sont pas tout à fait à 4 milliards, mais en gros, on a un océan très tôt. Et puis, on a les marqueurs sur Terre, c'est ces signatures isotopiques dans le graphite. Je vous ai vu que, pourquoi pas, mais on ne prouve rien. Les métabolismes les traces de matière organique, pourquoi pas, mais ce n'est pas une preuve.
Les métabolismes, pour le moment, ça tient la route encore, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Si une chose qui marche très bien, c'est les stromatolites. À 3,5, elles y sont. Je pense que personne ne discute sur le fait que les stromatolites, ce sont des constructions qui ont été bio-induites. Ça n'indique pas du tout aucune information sur le métabolisme, s'il y avait des cyanobactéries, s'il y avait de la photosynthèse oxygénique. Ça veut dire simplement qu'il y avait une activité biologique à l'époque. D'accord ? Et puis, bon, les fameux biomarqueurs, qui permettait enfin d'espérer qu'on puisse avoir une vraie information sur un métabolisme. Et là, je pense que c'est pas très contraignant. Par contre, on a des expositions de véritables bassins à 2,7 milliards sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. Vous avez des niveaux de stromatolites qu'on peut suivre sur des kilomètres. Si on a des moyens d'aller chercher une information avec des métaux, par exemple, dans ce type de structure, et qu'on est capable d'aller faire de la géochimie fine sur les métaux à l'échelle du micron, on a peut-être des moyens de trouver des métabolismes et d'aller beaucoup plus loin. Donc il y a de l'espoir. Ça veut dire que tout ce que je dis là, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est simplement que pour le moment, on n'a pas de preuve formelle, même sur Terre, d'une trace de vie plus vieille que 3,5. Plus vieille que 3,5 et qu'en tout cas, pour le moment, c'est uniquement des constructions type stromatolitique. Alors, j'ai combien de temps? J'ai encore du temps là? Quelques minutes. D'accord. Bon, pour conclure, une des grandes questions qui est encore non résolue, c'est bien sûr celle du fait qu'on ait des stromatolites utilisés comme des marqueurs de la photosynthèse oxygénique, bien que ça ne soit pas une preuve. Le fait qu'il y ait des cestérans fossiles, très controversés, mais bon, on ne peut pas exclure qu'il n'y ait pas quelque chose là. Et puis les cyanobactéries fossiles qui sont aux environs de 2 milliards. Une discussion qui a commencé en 1827-1830, c'est de savoir, alors c'est pas avec Omoto et Holland, Kathleen et Kirchwing, mais bien avant, c'est la question de savoir l'origine de l'oxygène sur Terre. Je pense que c'est une des grandes questions actuellement qui est vraiment celle d'intérêt majeur, avec trois hypothèses qui sont toujours discutées et qui ne sont absolument pas remises en question, peut-être à part celle-là. C'est soit on a de l'oxygène depuis toujours, que la photosynthèse oxygénique a toujours existé et qu'il faut en trouver les traces. Soit elle est apparue à vers 2,8 et il a fallu beaucoup de temps pour contrebalancer l'effet. Il y avait beaucoup de volcanisme réducteur, de minéraux réduits, très peu de minéraux oxydés, beaucoup de fluides réducteurs qui s'échappaient des dorsales océaniques sous forme d'hydrogène et qu'il faut beaucoup de temps pour contrecarrer cet effet-là. Donc ça prend des centaines de millions d'années avant qu'on puisse voir l'effet sur la Terre. Et puis d'autres qui disent pas du tout, quand c'est arrivé, ça a explosé et le boom du vivant s'est fait à 2,32 et que ça a été Bon, ça c'est Kirchwing, c'est tous des gens honorables scientifiques et ces trois hypothèses sont toujours d'actualité et on n'est pas en mesure encore de vraiment trancher dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Et je m'arrêterai là, je pense que je n'ai pas trop le temps. Simplement pour vous dire que c'est une question qui est à la fois biologique. On peut incriminer des processus où c'est la famine des méthanogènes qui a permis la montée de l'oxygène. Donc ça, c'est l'âge, c'est la grande oxygénation. Un des modèles, c'est de dire, en fait, vous arrêtez les comatites. Les comatites sont pleines, donc c'est ces fameuses roches volcaniques typiques de l'Archéen. Les comatites sont pleines de nickel. Si vous arrêtez la formation des comatites, vous arrêtez l'alimentation en nickel et vous avez une famine des méthanogènes. Auquel cas, c'est la photosynthèse qui prend le dessus. D'autres qui disent, mais non, mais pas du tout, c'est la mise en place de grands plateaux océaniques qui deviennent, à partir d'être essentiellement sous-marins avant 2,8, à partir de 2,8, paf, ils deviennent subaériens. Vous imaginez les Kerguelen x 10, donc Kerguelen c'est déjà gros, hein. Vous mettez ça en perspective, le Décan par exemple qui fait un bon tiers, voire la moitié de l'Inde, vous multipliez par 10, le Décan ça fait 4 km, ça fait 1000 km de long. Les épaisseurs du Fortescue dont je parle là, ça fait 20 km, donc en proportion ça fait 6000 bornes de dimension. Donc si vous mettez 3 épanchements volcaniques de ce type-là à la surface de la Terre, ce qui fait que vous avez un moyen de tamponner de manière drastique tout le gaz carbonique par exemple, et par effet de bilan vous tamponnez le CO2, le CH4 par altération et pof, l'oxygène monte. Donc c'est un mécanisme purement géologique. D'autres comme Patrice Gaillard
à Orléans a suggéré que ce volcanisme-là, en plus, ça s'accompagne d'un changement de production du soufre volcanique. Sous l'eau, la pression fait que c'est sous forme réduite, H2S. Quand ça devient subaérien, c'est purement SO2, auquel cas vous avez une source d'oxygène, et que ça, c'est un moyen de produire de l'oxygène. Voilà, vous avez tout un tas d'hypothèses, il y en a une dizaine, pour expliquer la grande oxygénation sur Terre. Et pour le moment, c'est à la fois des arguments biologiques et à la fois des arguments géologiques. Et j'espère vous faire comprendre que, essayer de comprendre ce processus-là, si on n'a pas les deux pour contrôler, enfin l'un pour contrôler l'autre et inversement, on peut facilement dire des bêtises. Merci.